j'appelle tout de suite Marine Denis, qui est doctorante, juriste, sciences politiques bien sûr, et qui fait une thèse. Elle l'achève en ce moment sur les migrants. On va en parler avec elle dans un instant, c'est passionnant. Antoine Laurent, alors lui c'est SOS Méditerranée, vous connaissez bien cette association, c'est un ancien marin sauveteur. Quand je disais qu'il y avait aussi des gens cet après-midi qui sauvent des vies, eh bien il en fait partie. J'appelle Alice Baya, qui est experte de l'Organisation internationale pour les migrants et chargée de la division migration, a-t-elle dit, voilà. Et puis j'appelle Céline Vacher, qui est directrice régionale de l'ADEME, hein, c'est l'agence du gouvernement dont on parlera dans un instant. Et puis enfin, j'appelle Jean-Michel Soubérou, qui est directeur adjoint de la direction de la climatologie des services climatiques à Météo France. Et puis deux autres participants bien connus, Carlos Alvarez, qui est vice-président du Club de Rome. Il nous expliquera, Carlos, dans un instant, ce qu'est le Club de Rome. Et puis, bien sûr, Éric Flores, qui est contrôleur général d'ailleurs, bonjour général, et qui est chef de corps, directeur départemental, Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Ce sont devenus, peut-être malgré eux d'ailleurs, des soldats du climat, on en parlera dans un instant. Alors, on va démarrer avec l'actualité, puisque nous avons tous ces images absolument incroyables de ce qui se passe en Floride. Alors je vais me tourner vers le spécialiste du climat. Je vais vous donner un micro. On est tous atterrés de ce qu'on entend, à savoir que c'est un des ouragans, je crois, les plus violents qui ait existé depuis que les États-Unis peuvent les recenser. On nous dit, enfin on lit tous beaucoup d'informations, beaucoup de choses sur cet épouvantable drame humain, parce que je crois qu'on est à une douzaine de morts recensés, mais que le bilan n'est pas définitif. On nous dit que tout ça va continuer et que plus on avancera dans les années qui viennent et plus on connaîtra ces phénomènes météorologiques violents. Est-ce vrai? Alors, d'abord, ces phénomènes-là, ils ont quelque part toujours existé. Donc il faut faire attention. Donc les cyclones... C'est l'intensité plutôt, non? Voilà, donc c'est ça. Donc moi je pense qu'il faut qu'on soit précis pour ne pas offrir le flanc à la critique. Donc effectivement, donc des cyclones, donc dans les Antilles et en Floride, il y en a toujours eu. Ça relève du climat. Donc l'élément nouveau lié au changement climatique, c'est que ces événements deviennent plus intenses. Et donc là, et justement, c'est ce que disent donc notamment l'agence météo américaine, c'est sûrement donc un des cyclones sûrement le plus intense qui ait touché la Floride. Est-ce qu'il pourrait arriver le même genre de choses en France? Je vais vous demander de répondre très vite et on va poser la question ensuite de savoir est-ce que les autorités françaises, est-ce que le gouvernement français a prévu ce genre de phénomène? On peut voir la question du côté de l'ADEME. D'abord vous. Alors, c'est pas totalement impossible, en fait. J'aurais eu envie de vous dire que c'est complètement impossible, mais... C'est-à-dire qu'un jour, à Montpellier, on peut connaître ce type de phénomène. Alors, donc, il y a plusieurs choses. Attention, est-ce qu'on parle des cyclones tropicaux? Donc, certains cyclones, ils arrivent, donc c'est extrêmement rare, mais ils remontent aussi des fois le long des côtes africaines, et ils viennent terminer leur course, donc on en a vu... C'est pas impossible comme phénomène. C'est pas totalement impossible, mais c'est quand même relativement improbable, parce que du fait des latitudes à laquelle se situe la France, et puis il y avait des événements méditerranéens également, donc si vous parlez de Montpellier, donc qui sont de type tempête méditerranéenne, qui se rapprochent un petit peu de certaines tempêtes tropicales. Donc là aussi, il y a une certaine vigilance de certains événements qui peuvent s'apparenter, qui se trouvent en Méditerranée. On va demander à Éric Flores dans un instant si les pompiers sont préparés à ce type de phénomène, mais d'abord, est-ce que le gouvernement, pour représenter d'une certaine manière le gouvernement ici, l'ADEME, peut-être un mot sur l'ADEME, c'est l'agence de l'environnement, le bras armé du gouvernement en matière d'écologie, est-ce que le gouvernement y est préparé? Alors l'ADEME, c'est effectivement l'agence de la transition écologique. C'est quand même pas tout à fait le gouvernement. On est opérateur de l'État, mais je ne représente pas le gouvernement. J'entends bien. Pas le ministère ici. En tout cas. Bien évidemment que l'État a conscience de ces évolutions à venir et a mené un certain nombre de travaux sur la base des scénarios prospectifs proposés par Météo France. Donc l'État s'appuie bien évidemment sur ces travaux proposés par Météo France. C'est quoi? C'est la prévention des risques majeurs qui prime dans ce genre de phénomène. Il y a une administration toujours qui existe, qui est forte. Alors il y a plusieurs stratégies. Le gouvernement a adopté plusieurs stratégies. Il y a une stratégie nationale bas carbone. J'aurai l'occasion d'en reparler peut-être tout à l'heure. L'État s'est quand même fixé comme objectif d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Quand on parle de neutralité carbone, ça veut dire qu'on arrive à un bilan zéro des émissions de gaz à effet de serre et que
finalement, on ne ramènera pas les émissions à zéro, mais on va les compenser par le stockage carbone, notamment au travers des puits biologiques ou des puits technologiques. Donc, stratégie nationale bas carbone, et puis l'État a également une stratégie nationale d'adaptation au changement climatique qui prévoit un certain nombre de mesures et d'actions pour préparer... Ce que vous nous dites, c'est que si ce phénomène arrivait, on a entendu qu'il pouvait arriver, l'État français est prêt. Alors, l'État français est prêt. Alors, je redis, je ne parlerai pas pour l'État, mais la réalité, c'est que on n'est pas prêt aujourd'hui. Et on le voit bien en fonction de ce qui s'est passé très récemment. Mais par contre, ce qui est important, c'est que les décisions pour 2050 ou 2100, c'est aujourd'hui qu'il faut les prendre, puisque travailler sur l'adaptation au changement climatique, ça veut dire travailler sur la planification, travailler sur l'urbanisme, travailler sur la construction de bâtiments. C'est aussi travailler sur la résilience des forêts. Enfin, il y a tout un tas de thématiques. C'est un sujet qui touche l'ensemble des secteurs d'activité. Et tout ça nécessite d'intervenir dès maintenant pour avoir des effets dans 20 ans, dans 30 ans. Donc, il est urgent d'agir dès maintenant. Vous vous considérez comme des soldats du climat, en général, les sapeurs-pompiers, et vous êtes prêts à ce type de phénomène, à répondre à ça? Vos hommes sont-ils formés pour ça, tout simplement? Alors, soldats du climat, oui, nous le sommes. Savoir si on est préparé, vous savez, on est toujours préparé à ce que l'on a vécu. Donc là, il faut qu'on se prépare à ce que l'on anticipe, à ce que l'on voit, aux évolutions. Comme le disait mon collègue à côté, avant l'épisode Cévenol, enfin c'était un épisode Cévenol, c'était les orages du mois d'août, entre guillemets, de fin de mois d'août. Et puis maintenant, on en a jusqu'au mois de janvier. Les dernières inondations sur Béziers, c'était un épisode méditerranéen qui arrive sur le... Donc effectivement, c'est de plus en plus fort, de plus important. On a des mini-tornades, on a une grosse mini-tornade sur Frontignan, donc on a un dérèglement qui nous oblige à nous adapter. Sur la météo, sur tous ces épisodes, on s'adapte, on essaye de progresser sur les moyens, en regardant chez les collègues l'expérience qu'ils ont. Et puis après, il y a un autre sujet, peut-être qu'on abordera, c'est aussi ce que l'on a vécu cet été avec le dérèglement sur les feux de forêt. La zone sud, telle que l'on est sur l'arc méditerranéen, on a toujours été organisé sur le feu de forêt. Donc je dirais qu'on a 50 ans d'expérience, mais quand on a nos collègues du Jura qui ont des gros feux de forêt, nos collègues du Finistère qui ont des gros feux de forêt, je ne suis pas sûr qu'ils aient autant de temps pour se préparer. Est-ce qu'il y a des échanges internationaux entre, par exemple, les pompiers de Floride? Bon, là, c'est pas le moment en ce moment, mais on a vu des images incroyables d'intervention de pompiers de Floride totalement sous l'eau, leurs véhicules ne pouvant même plus passer dans les rues de certaines villes en Floride. Est-ce qu'il y a des échanges d'informations? Est-ce qu'il existe des concertations? Oui, il existe. On a une grande école d'application de la sécurité civile où on met en œuvre des stratégies à la fois de prévention. Il faut comprendre que 80% du travail est réalisé quand même sur l'anticipation, la prévention, le positionnement des unités. Et tout cela, on le fait justement grâce au travail d'échange que l'on a eu avec nos collègues. Un petit mot sur le juridique de tout ça. Il va y avoir de nouvelles législations, il va y avoir de nouvelles règles, des lois qui vont s'appliquer à ces situations de catastrophes naturelles. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que l'arsenal juridique, alors on parle toujours en France de déclencher un certain nombre de plans qui donnent droit à des aides, à des assurances, etc. Où est-ce qu'on en est de ce point de vue-là? Je m'adresse à une juriste. Alors en France, on a un système qui est le système, qui est fondé sur le régime des catastrophes naturelles, de reconnaissance des catastrophes naturelles, et ce qui permet en fait aux personnes qui ont été victimes, donc soit d'une intempérie, inondation, incendie par exemple, ou un fort épisode de grêle, de toucher des indemnisations et d'être assurés. Aujourd'hui, l'enjeu pour le système assurantiel, mais aussi pour l'État, parce qu'il faut savoir qu'on est sur une répartition entre l'État et le système assurantiel, c'est de pouvoir avoir suffisamment de moyens et de trésorerie, entre guillemets, pour indemniser les personnes qui vont être frappées par ces catastrophes qui, comme vous le disiez, sont de plus en plus fréquentes, avec des facteurs aussi aggravants. Et puis il y a la question agricole, évidemment. L'État essaie de voler au secours chaque année des cultures et des agriculteurs qui ont perdu une grande partie de leur exploitation, notamment soit après des inondations, soit les feux de forêt, mais aussi au moment des regels, entre guillemets, au mois de mars. Et là, ça pose des vraies questions, puisque depuis plusieurs années, plus exactement depuis 3 ans, on observe que chaque année, au mois de mars, le gouvernement déclenche un plan d'urgence d'1 milliard d'euros à destination des exploitations viticoles. Donc un nouvel arsenal juridique est à prévoir, de nouvelles lois liées à ça. Vous voyez ça comme ça?
je ne sais pas s'il est nécessaire forcément de toujours créer des lois. En tout cas, il faut arriver à prévenir davantage les catastrophes naturelles. Et donc ça passe par tout un plan évidemment majeur de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il faut bien comprendre que tous les désastres environnementaux, que toutes les catastrophes naturelles, elles viennent de façon directe ou indirecte des effets du changement climatique. Et donc si on ne s'attaque pas à la racine du problème qui est la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de fait, on continuera à avoir ce type de préjudice économique et de préjudice environnemental important. Carlos Alvarez, pouvez-vous nous résumer ce qu'est le Club de Rome, d'abord pour un certain nombre de gens qui ne sont pas au fait de ce qui s'y passe? Il faut rappeler aussi que ces débats seront retransmis sur les sites de midilibre.fr et d'un mondenouveau.fr également. On pourra retrouver donc l'essentiel de ce que vous allez nous dire aujourd'hui sur ces sujets. Parlez-nous une seconde du Club de Rome et ensuite j'ai une question à vous poser sur l'aspect international de ces catastrophes. Volontiers, le Club de Rome, donc, c'est un groupe de réflexion internationale qui a été créé en 1968 et qui regroupe des gens de domaines de pays et de domaines très divers, de la politique, du scientifique, des entreprises, de la société civile, des activistes, pour avoir une vision holistique sur les grands défis de l'humanité. C'en est un, celui-là, c'est considéré par vos pairs comme un défi important et vous y travaillez régulièrement. On parle d'urgence planétaire, pas seulement le changement climatique, mais ça fait 50 ans qu'on en parle. En fait, on est devenu célèbre parce qu'on a publié il y a 50 ans un rapport dont le titre était « Halte à la croissance » et qui posait la question, est-ce que la croissance, le développement humain tel qu'on le connaissait et qu'on le connaît toujours, mène au désastre, avec une simulation de beaucoup de scénarios. Et la plupart de ces scénarios, effectivement, on allait avoir de gros problèmes et on y est dedans. Mais il y a d'autres scénarios possibles et j'y reviendrai. Avec de l'espoir ? Avec de l'espoir, tout à fait, oui. Alors ça sera pour le milieu ou la fin de notre intervention. D'accord. Vous pourriez nous dire un petit mot, donc je rappelle que vous êtes experte associée à l'Organisation internationale pour les migrations. Vous pourriez nous dire un petit mot de la manière dont les populations que vous étudiez perçoivent ce qui se passe aujourd'hui, même dans des pays extrêmement industrialisés, même dans des pays très riches. On a vu que les États-Unis, qui est la plus grande puissance économique du monde, n'échappent pas à des catastrophes de ce genre, en termes humains. Comment nous perçoivent justement les pays encore plus défavorisés sur ces questions-là ? Déjà, ce que je trouve assez intéressant, et peut-être que je commencerai par là, c'est de dire que, en fait, au niveau de la perception, je pense que pendant longtemps, justement, quand on parle de la question spécifique des migrations ou des déplacements de population dans le contexte du changement climatique, c'est qu'on a longtemps pensé, et je pense que beaucoup le pensent encore, même en Europe ou aux États-Unis, c'est que c'est un problème. Déjà, c'est un problème de demain, c'est-à-dire qu'on voit ça quand même plutôt comme le futur qui nous attend. Or, il faut savoir qu'en fait, ces déplacements de population, c'est pas quelque chose de demain, c'est déjà un problème d'aujourd'hui. Il y a 23 millions de déplacements chaque année liés aux catastrophes, c'est 2 ou 3 fois le nombre de déplacements liés au conflit. Donc, c'est déjà un facteur majeur de déplacement. Et la deuxième chose, c'est qu'on pense aussi que c'est un problème lointain, c'est-à-dire que quand on est européen ou américain, on va se dire ces déplacements de population, ils vont essentiellement avoir lieu en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est, en Afrique subsaharienne. Mais nous, en Europe, en Amérique du Nord, on est finalement relativement épargnés. Et là, on le voit bien avec la multiplication et surtout l'augmentation de l'intensité des catastrophes qui frappent aussi de plus en plus l'Amérique du Nord, mais aussi l'Europe, que ces déplacements de population, ce n'est pas uniquement dans les autres régions du monde qu'il faut les attendre et qu'il faut s'y préparer, c'est aussi sur notre propre territoire. Alors sur le plan humain, je m'adresse donc à Antoine Laurent, vous êtes ancien directeur, on le voit, du secours de SOS Méditerranée. Alors en un mot, qu'est-ce qu'est SOS Méditerranée ? Tout de suite, et puis ensuite il y a une question. SOS Méditerranée, c'est une ONG créée en Allemagne et en France, en 2016, enfin créée en 2015, qui a lancé l'opération Aquarius en 2016, maintenant remplacée par un navire qui s'appelle Ocean Viking pour porter assistance aux personnes en détresse en Méditerranée centrale qui fuient la Libye par la mer. Vous avez eu l'expérience de ce type de choses, c'est-à-dire des gens qui ont fui, bien sûr, leur pays, leur vie, pour échapper à ce type de phénomène ? Oui, moi j'ai eu 2 années d'expérience avec cette ONG et j'ai passé un peu de temps sur le navire Aquarius. On n'avait pas énormément de temps pour discuter avec eux parce qu'entre les sauvetages, les transferts, le transit en Italie, etc. Mais les quelques bribes d'informations qu'on a, et puis par ailleurs derrière ce que j'ai pu apprendre sur le parcours migratoire de ces gens, c'est qu'effectivement
la question climatique, elle est présente dans la plupart des récits, mais pas de manière toujours très directe. Il y a deux choses. Le phénomène climatique peut avoir des conséquences parfois soudaines sur la vie des gens, mais aussi parfois latentes. Et les phénomènes latents, en fait, vont créer d'autres formes de crises qui n'ont pas un caractère climatique a priori. Mais en fait, quand on retrace l'origine de ces crises-là, je pense à ce qui se passe autour du lac Tchad, où il y a certes Boko Haram qui fait peur à tout le monde, mais s'il y a cette émulation-là, s'il y a cette animosité entre les ethnies, c'est un peu lié aussi au changement climatique. Pourquoi cet engagement personnel, Antoine Laurent? Pourquoi, à votre âge, vous avez décidé d'aller des autres de cette manière? Bon, je crois que je suis piqué par un dilemme de toute une génération. On est beaucoup à se poser la question du sens de son engagement, du temps qu'on passe, de l'énergie qu'on donne. Ça se passe pas en politique? Ça se passe sur le terrain? Alors moi, autrefois, j'étais officier de la marine marchande, je travaillais dans le secteur pétrolier, c'est un peu le comble de la chose, mais je me suis dit, chercher du pétrole qu'on va utiliser dans 10-15 ans, ça n'avait pas beaucoup de sens, donc je voulais mettre à profit mes compétences de marin pour les autres, pour ces personnes qui n'ont pas toutes les libertés que j'avais. Et je me suis assez naturellement tourné vers la situation en Méditerranée qui était assez dramatique en 2015-2016. Et puis après quelques années, j'ai vu aussi les limites de l'action humanitaire qui a tout son mérite, mais moi j'estimais qu'à titre personnel, j'avais envie d'aller ailleurs. Donc maintenant je suis en politique, mais toutes les actions sont parfaitement méritantes. Quel âge avez-vous? Là j'ai 31 ans maintenant. Mais... Carlos Alvarez, un petit mot sur la conscience internationale sur ces questions-là. Est-ce que, quand vous alertez les gouvernements, ils vous écoutent? Alors, et lesquels ne vous écoutent pas? Non, ils nous écoutent, et malheureusement, chaque fois plus. On aurait bien aimé au Club de Rome, d'une certaine manière, disparaître, parce que les alertes que l'on avait lancées il y a 50 ans auraient été écoutées et on aurait pris les mesures, etc. C'est plutôt le contraire ce qui se passe. Donc on est dans un scénario vraiment de collapse, et je ne parle pas seulement du changement climatique, tout est lié. Perte de biodiversité, fracture sociale, tension géopolitique, tout ça est lié. On est dans le scénario de collapse. Donc ça fait que les gouvernements nous écoutent, pas tous de la même manière, et ça fait aussi que ce que l'on dit apparaît dans les discours. Et c'est très bien. Mais est-ce que c'est suffisant? Bien non, parce qu'ils nous écoutent, oui, mais ça ne change pas la situation. Il faut changer, et c'est sur quoi on travaille, c'est le changement du mental, de nos mentalités, et c'est de là aussi que vient l'espoir. Donc ça ne va pas forcément venir des grands décideurs, des gouvernements, des grandes entreprises. Les médias vont vous y aider? J'espère. Je vous y invite en tout cas à ce changement de mentalité. Quand je dis l'espoir vient du fait qu'il faut croire à l'humanité de tout un chacun et aux capacités de tout un chacun. Vous savez, dans l'histoire de l'humanité, on a changé énormément nos manières de faire et nos manières nos relations avec les autres êtres humains, avec la nature, etc. Et on a été des explorateurs. Maintenant, c'est comme si on n'était pas capable d'imaginer autre chose que ce qu'on a. L'imagination, on en parle beaucoup, mais en fait, comme dit le philosophe Slavoj Žižek, il est plus facile d'imaginer maintenant la fin du monde que la fin de notre système. Il parle du capitalisme, mais ça vaut pour le... je dis non, on est capable d'imagination et de créativité. Changeons notre mental. Jean-Michel Soubérou, on a une question quand on voit ces images. Encore une fois, je fais référence à la Floride, mais avant ça, d'autres phénomènes de ce type. Est-ce que vous êtes en mesure aujourd'hui, alors on va parler pour la France, puisque vous êtes directeur adjoint de la direction de la climatologie à Météo France, est-ce qu'on a les moyens d'en mesurer maintenant beaucoup mieux l'intensité, de prévoir beaucoup mieux les choses? On a l'impression que les Américains étaient totalement débordés par cet ouragan qui arrivait. Bon, on savait qu'il était fort, mais personne n'avait imaginé qu'il aurait cette intensité. Pourquoi vous n'êtes pas en mesure, je parle de votre profession, de serrer mieux les problèmes, de mieux prévoir ce qui arrive? Alors déjà, il y a deux choses différentes. Il y a deux échelles de temps. Il y a l'échelle de la prévision météorologique. Donc là, on est à 24, 48 heures. Et donc, il y a encore des défis qui sont... Donc, je pense qu'il y a eu d'énormes progrès. Mais voilà. Mais après, il peut encore avoir certaines situations qui nécessitent... Il vous manque
une méthodologie, ou alors il vous manque plus de radars, plus de matériel? Est-ce que vous avez tout ce qu'il faut? Moi, je pense qu'il y a déjà un certain nombre de choses, donc on peut bien Satellites. sûr continuer à progresser. Il y a aussi une réflexion sur le temps de la vigilance et le temps de l'alerte, si on veut parler. Alors peut-être donc mon voisin pourra en dire des choses. C'est qu'il y a des moments où on ne peut pas toujours anticiper tous les phénomènes, ne s'anticipent pas 3 jours ou 4 jours à l'avance. Il faut en avoir conscience et que ça nécessite d'avoir une capacité de réaction à certains moments. Dans un contexte qui présente un risque sans que le risque puisse être parfaitement localisé. Donc voilà, donc c'est pas la même chose la vigilance et ensuite l'alerte qui relève d'autres dispositifs. Vous confirmez? À 100%, l'alerte est fondamentale pour nous pour se préparer, mais aussi pour préparer la population. Enfin, donc le sujet, il est de préparer les secours, mais ce que nous, on souhaite alerter les sapeurs-pompiers, c'est que compte tenu de l'ensemble de ces phénomènes, on arrive aussi à des moments où il y a des impossibles opérationnels. Et si la population n'est pas formée, si la population ne connaît pas les risques dans l'endroit où elle habite, où elle va en vacances, à un moment, on ne pourra rien faire. Je vous donne simplement un petit exemple. Qui change son activité lorsqu'on était en vigilance orange ou vigilance rouge dans le département? Quasiment personne. Et si vous êtes en vigilance orange ou vigilance rouge et que vous habitez dans un rez-de-chaussée, qu'il n'y a pas d'étage et qu'il y a un ruisseau qui sort, on ne pourra pas venir vous chercher. Et ça, il n'y a que la formation des populations qui nous permettra à un moment d'évoluer. Et ça, c'est un de nos enjeux. On sera toujours présent, les sapeurs-pompiers, on s'adaptera toujours. Mais il y a des moments où, lorsque vous êtes dans un feu de forêt, comme en Gironde, à votre maison qui est en plein dans l'axe de propagation, on pense que ces maisons ne devraient plus être là. Mais si vous y êtes, si vous ne sortez pas, on ne pourra pas, à un moment, peut-être aller vous chercher. Donc, il faut être formé et se préparer. Alors, est-ce qu'il y a une responsabilité des gouvernements, des administrations? Vous avez un micro? Oui. Sur le fait qu'on soit peut-être pas si bien préparé. Est-ce que les plans d'occupation de sol, est-ce que tout ça ne doit pas être, au fond, révisé de manière générale à l'aune des nouvelles connaissances scientifiques qu'on a? Bien évidemment, et ça c'est un travail qui est engagé dès maintenant et qui concerne différents échelons territoriaux. Là, il y a effectivement l'échelon local, la commune a elle-même ses responsabilités, ses compétences. C'est pas un problème, pardon, je vous coupe, c'est pas un problème ça, ces différents échelons territoriaux. Aujourd'hui, ce millefeuille administratif dont on parle tant et qui empêche au fond d'agir plus vite qu'on ne devrait. J'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Aujourd'hui, c'est l'organisation de la France qui est une partie de la décentralisation. Vous pouvez avoir un avis personnel de citoyenne là-dessus. Les compétences sont partagées avec différents échelons territoriaux. Il y a la commune, il y a l'EPCI, donc l'échelon territorial, le département, la région. Et comme les compétences sont réparties entre ces différents acteurs... C'est quand même une bonne question que je vous pose. Mais bien sûr, évidemment. Mais on l'a déjà dit tout à l'heure, la question du changement climatique et notamment de l'adaptation au changement climatique est un sujet très transversal qui va toucher l'ensemble des sujets. Le bâtiment, l'agriculture, la forêt... On a eu l'idée des chiffres que ça implique, ces changements au fond de méthode, ce qu'il va falloir mettre sur la table pour que tout ça s'améliore. On a une petite idée, vous y travaillez à l'ADEME? Alors, à l'ADEME, on n'a pas travaillé sur Alors, je vais dire 2 mots de notre travail qui effectivement a été chiffré. Alors nous, on n'a pas eu une action, on n'a pas mené des travaux directement sur le sujet du changement climatique. Par contre, on a mené un travail prospectif et ça reprend le titre de cette table ronde. Et demain, où va-t-on? Je le disais tout à l'heure, la France s'est fixé un objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050 et on a donc travaillé avec 200 experts pendant près de 2 ans pour essayer de voir quels étaient les chemins possibles pour atteindre cette neutralité carbone. Et aujourd'hui, les conclusions de cette étude montrent qu'il y a plusieurs chemins possibles. Hein. Donc on a fait le choix d'étudier 4 voies possibles, sachant que ces voies, ce sont avant tout des choix de mode de vie et d'évolution de société, et qui sont des choix cohérents sur l'ensemble des secteurs, alors cohérents en termes de mode de vie, de modèle économique, d'évolution technologique, de mode de gouvernance. Voilà, donc on est vraiment sur des voies qui sont très différentes et qui, pour les 2 premières, je dirais, font essentiellement appel à l'évolution des comportements. On aura l'occasion d'en reparler éventuellement. Donc les changements d'habitude, l'évolution du mode de vie. Et puis on a des voies qui font appel vraiment à l'évolution technologique, au pari technologique et à l'innovation, où on va se dire finalement on continue à vivre et à consommer comme on le fait aujourd'hui et on espère que la technologie va nous sauver.
Alors technologie qui va nous permettre de gagner dans les bâtiments par le numérique, la domotique, etc. Mais aussi nous sauver notamment par le développement des installations de stockage et de séquestration du carbone. Alors, tous ces phénomènes climatiques poussent les gens, évidemment, à partir de chez eux, parfois. Donc, on est au cœur du débat d'aujourd'hui. Il y a quelques chiffres à retenir du dernier rapport du GIEC qu'on va voir, je crois que vous nous avez amené. Je pense on va nous les montrer pendant qu'on en parle. La question, c'est quelles sont est-ce qu'on a une idée des populations, prenez des micros là, les plus touchées? Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot de ces populations les plus touchées? Et au fond, après, on regardera en détail. Est-ce qu'il y a des zones du globe aujourd'hui qui vous paraissent plus problématiques que d'autres? Oui. La réponse est oui, mais lesquelles? L'une et l'autre, vous êtes concernées toutes les deux, donc rapidement. Oui, non, alors on a effectivement une idée assez précise des régions qui sont les plus touchées, puisque la Banque mondiale a sorti en 2018 et en 2020-21 un gros rapport sur justement les tendances migratoires liées au changement climatique pour 2050. Et ce que nous dit la Banque mondiale, c'est que d'ici 2050, on aura à peu près 216 millions de personnes qui vont migrer donc à l'intérieur de leur pays. Je précise parce que c'est important, je trouve que la Banque mondiale ne parle que de personnes qui vont migrer à l'intérieur des frontières, donc on ne parle pas de migration internationale. Et d'ailleurs, de toute façon, dans le contexte du changement climatique, la très grosse majorité de ces migrations à prévoir sont des migrations internes. Et ça, dans 6 régions du monde qui seront particulièrement affectées et qui sont l'Asie du Sud, l'Asie du Sud-Est, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Nord, l'Amérique latine et l'Asie centrale. Marine Denis, peut-être un mot là-dessus? Alors, vous voulez intervenir plus tard, très bien. Alors peut-être un mot, revenir à vous, Carlos Alvarez, sur les problématiques internationales. Donc vous avez bien noté tout ça, vous l'étudiez. Vous ne pensez pas que ça va créer des problèmes politiques? On est en plein problème aujourd'hui d'une guerre au centre, en Europe avec l'Ukraine, etc. Et on va aller vers des conflits majeurs, parce que forcément, des migrations de population, ça implique une résistance de la part de ceux qui sont chez eux, qui y sont bien et qui ne voient pas forcément arriver d'un bon oeil ceux qui sont mal. Comment vous commencez à... Est-ce que vous commencez pas un peu à flipper pour garder la langue? Non, peut-être. Parce que la problématique, vous avez entendu, elle est là, c'est tout de suite. Peut-être que comme on s'est préparé depuis 50 ans, on ne flippe plus. Oui. Et même, je dirais encore plus. Moi, mais il y a une traduction presque électorale à ça, pardon de vous couper, mais on voit bien là, que c'est exploité électoralement par Mais là, on est dans le court terme et si vous permettez, dans le médiatique qui exploite les mauvaises nouvelles, quelque part. Les mauvaises nouvelles, ça fait des... Oui, mais ça fait les opinions publiques. Alors, ça crée. Là est toute la question. Et moi, nous invitons les gens à faire une relecture du changement climatique et à faire une relecture surtout de ce qui doit changer. Parce que le changement climatique, on perçoit ça comme un désastre. Et donc, on parle surtout de comment se préparer, mieux se préparer au désastre. Il faut changer la lecture. Il faut se dire... Le changement climatique, c'est la Terre, c'est Gaïa qui nous dit quelque chose sur notre mode de vie. Et il faut faire ça en positif. La pandémie nous a déjà montré qu'on est capable de changer comme ça, du jour au lendemain, nos habitudes. Je ne dis pas qu'il faut aller vers le mode de vie qu'on a eu durant le confinement. Ce que je dis, c'est qu'il faut vraiment imaginer comment changer notre mode de vie pour réduire drastiquement notre empreinte écologique, tout en ayant du bien-être humain. Et c'est un exercice complètement différent de l'exercice de préparation au désastre. On ne parle plus de désastre, on parle de l'émergence. Nous, au Club de Rome, on parle de l'émergence d'une nouvelle ou de plusieurs nouvelles civilisations. Alors, je vais me tourner vers vous, juriste en droit de l'environnement, sciences politiques. Est-ce que nos politiques sont à la hauteur de ces problématiques immédiates? Alors, à la hauteur... On va commencer par la France. Ok.
En 2018, quatre associations ont attaqué l'État français pour une action climatique en utilisant en fait un recours en droit administratif très classique, qui est un recours en carence fautive, avec comme philosophie du recours le fait de faire reconnaître à l'État son incapacité et sa carence à pallier les effets du changement climatique. Ce recours-là, il était profondément légaliste, il s'appuyait sur l'accord de Paris, il s'appuyait sur des directives européennes, et en fait, en travaillant avec des ingénieurs, des climatologues pendant plusieurs années, on s'est aperçu que la France, en dépit de son adoption de l'accord de Paris en 2016 et sa ratification en droit interne, n'était pas du tout à jour sur les objectifs fixés par l'accord. Donc on est passé par la voie du contentieux administratif. On a plus ou moins gagné parce qu'il y a beaucoup de subtilités, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce contentieux, qui s'accompagne d'ailleurs d'un mouvement plus général aussi de climatisation des contentieux aujourd'hui en Europe et dans le monde de façon plus globale, c'est d'aller chercher les responsabilités des États en matière de responsabilité de protéger. Je m'explique. On délègue, le fait d'être citoyen, c'est aussi une façon de déléguer à l'État la capacité de nous protéger, la capacité aussi de détenir la force et donc d'en faire usage si cela est nécessaire, mais aussi d'intervenir et de faire en sorte que les pandémies, que les fléaux, que les catastrophes naturelles, etc., n'impactent pas les droits fondamentaux et les besoins essentiels des populations. Ce qui nous fait très peur avec le changement climatique aujourd'hui, c'est qu'on est face à des phénomènes qui s'aggravent, qui s'intensifient, et qu'on vient tester ici la résistance des pouvoirs publics. Je prends un exemple très concret qui est celui de la vallée de la Roya il y a 2 ans. La tempête Alex a produit des dommages mais collatéraux dans la vallée de la Vésubie et la vallée de la Roya. Et dans certains villages, on se retrouvait dans des situations mais qui étaient complètement... qui étaient du jamais vu. Et beaucoup de personnes, moi j'ai fait un terrain là-bas, nous ont expliqué qu'elles avaient l'impression de sortir, je cite les propos, de pays du tiers-monde. Et donc face à ça, comment est-ce que l'État gère? Et je termine en un petit mot, rapidement. Il s'avère aujourd'hui que beaucoup d'États n'ont pas respecté l'accord de Paris dans leur politique publique interne. Alors Céline Vacher, ça m'intéresse d'avoir votre réaction par rapport à ça. En fait, vous êtes un peu mis en cause dans ces affaires-là. Alors, je vais le redire, mais je suis désolée, moi, je ne suis pas l'État. J'entends bien. Vous êtes une agence. Difficulté. Vous êtes une agence publique. Oui, tout à fait, oui. Vous me mettez en difficulté en me demandant de me prononcer pour le compte de l'État. Nous, on est une agence d'expertise. Notre rôle, c'est vraiment de mettre à disposition de la donnée. Pour ne pas vous gêner, je vais poser la question autrement. Est-ce que les instructions que vous recevez de l'État ou des différents ministères, vous êtes dans l'administration, donc vous avez vu passer beaucoup de ministres? Non, je ne suis pas dans l'administration. Non. Alors vous êtes dans une agence? Oui, je suis dans une agence qui est financée par l'État. Voilà. On a effectivement un contrat d'objectif. C'est un peu compliqué à comprendre pour les gens. Je sais bien. Alors, je vais vous l'expliquer. C'est une agence du gouvernement, mais on ne dépend pas du gouvernement. Tout à fait. Ça a l'air tellement français, vous voyez, de dire, voilà... Il y a un problème, on est une agence, oui, ce que vous dites est vrai, mais on n'a pas eu les moyens d'eux parce que les ministres de l'Environnement précédents n'ont pas compris. Est-ce que vous pourriez dire ça? Non, mais sans risque professionnel? Je vais vous expliquer les choses très, très simplement et peut-être que ça sera plus simple pour la suite des questions que vous me poserez. Simplement, donc, l'État est bien représenté en région par des services décentralisés qui reçoivent des instructions et qui appliquent ces instructions ils sont représentés par des préfets de département. Mais en fait, c'est pas le sujet. C'est pas du tout le sujet. Un peu pour nous tous. Nous, l'ADEME, on est un opérateur. Non, mais attendez. Nous, ADEME, on est un opérateur de l'État. On est là pour accompagner les collectivités et les entreprises à faire plus que le réglementaire. Donc, à aller au-delà et on les accompagne dans leurs projets de transition écologique, d'adaptation au changement climatique, éventuellement, en les accompagnant, en mettant à disposition notre expertise et des financements. Voilà. Donc, si vous voulez, je ne parle pas pour l'État et je ne suis pas du tout l'État. Voilà. On est vraiment là, nous, pour accompagner ceux qui veulent faire plus, ceux qui veulent faire bien. Alors, bien évidemment, notre enjeu, c'est pas seulement de s'intéresser à la crème, je dirais, mais c'est bien d'aller chercher les collectivités, les entreprises qui aujourd'hui sont peu mobilisées et de rendre ces projets de transition écologique, d'adaptation au changement climatique désirables en termes d'amélioration de la compétitivité pour les entreprises, d'amélioration de la qualité de vie sur les territoires, de création d'emplois. Voilà notre rôle. Merci, Maud, de l'avoir précisé. Merci beaucoup. Qui peut nous dire, dans ce panel, qui peut nous dire que si l'argent public, l'argent de nos impôts, nos citoyens, est bien utilisé dans tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas... Voilà, est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce que c'est déjà beaucoup? Qui peut répondre à ça? On peut faire beaucoup mieux, oui. Voilà.
Alors l'argent Merci Carlos Alvarez. Non, l'argent public, l'argent en général, d'ailleurs ça a été mentionné juste dans la session antérieure, les investissements, donc en parlant du changement climatique en particulier, les investissements vers les énergies renouvelables ont beaucoup bougé, mais ce n'est pas suffisant. Et d'ailleurs, ça a été l'objet d'un grand débat au sein de l'Union européenne, de la définition du taxonomie. Qu'est-ce que ça veut dire investissement durable et donc avec une discussion très axée sur les énergies renouvelables qui a terminé par inclure dans cette taxonomie le gaz et le nucléaire. Bon, c'est des signaux un peu contradictoires et ça ne parle pas seulement à l'investissement public, c'est des signaux qui parlent beaucoup à l'investissement privé. Donc il y a un gros sujet sur lequel on travaille aussi, qui est de dire comment on mobilise beaucoup plus les investissements vers les renouvelables, vers l'économie circulaire, vers comment aider les communautés, les collectivités locales à créer de la résilience face au changement climatique, mais face à tous les autres défis. Parce que, j'insiste, ils sont tous liés. Donc oui, on peut faire beaucoup mieux, oui. Alice Baya, j'ai une question à vous poser. Comment nous regardent les organisations internationales à l'extérieur de la France? Comment nous regarde le monde Est-ce qu'on trouve que la France, au fond, dans ces affaires-là, est innovante, est leader, ou pas? Comment on nous juge, vous qui les étudiez de près? Alors, je sais pas si je peux... Tout près. Oui, honnêtement, je ne suis pas sûre de pouvoir répondre pleinement à cette question. L'Organisation internationale pour les migrations, c'est une agence des Nations Unies, donc nous, par définition, en fait, on a des États membres dont la France fait partie. C'est un bon élève, la France. C'est pas le mandat de l'OIM de juger la France ou d'autres États sur les questions de transition ou de passage au renouvelable. Nous, on travaille sur les migrations, donc c'est quand même encore un petit peu autre chose. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que sur la question des migrations climatiques, la France finance l'OIM de manière assez importante. C'est un de nos États membres qui nous finance le plus pour travailler sur cette question, pour mieux comprendre l'incidence du changement climatique sur les phénomènes migratoires. Grâce à la France, on a des projets en Afrique de l'Ouest, dans le Pacifique, dans les Caraïbes. C'est exactement la réponse à ma question. Très bien. Ouais, tout à fait. Et je vous dirais même que la ville de Paris, par exemple, on a un projet avec la ville de Paris qui s'intéresse même à l'impact du changement climatique sur les migrations au niveau même du territoire parisien. Donc je dirais que la France s'intéresse à l'impact du changement climatique sur les migrations ailleurs, mais aussi sur son propre territoire. Antoine Laurent, votre génération, je rappelle que vous avez 31 ans, vous avez été sauveteur, hein, vous êtes engagé sur des bateaux. Est-ce que vous sentez dans votre génération une adhésion totale à ces sujets? Est-ce qu'aujourd'hui, à la place d'un engagement politique, par exemple, vous percevez un fort désir d'engagement sur ces sujets-là? Sur la migration ou sur... Il y a une grande différence entre ceux qui sont directement confrontés à cela et ceux qui le sont moins. J'ai du mal à mesurer dans la génération, les gens disons entre 20 et 40 ans, les millennials, s'il y a un vrai engouement pour ce sujet. Je pense que dans tous les cas, il y a une grande remise en cause de la manière dont les jeunes générations essayent de mettre à profit leur temps, leur énergie, ce qu'ils apprennent à l'école, en études, pour la société. J'ose espérer, je ne suis pas sociologue, mais j'ose espérer qu'il y a quand même un élan... en particulier dans les gens qui font des études supérieures, qui restent une minorité en France, il ne faut jamais l'oublier, où vraiment il y a une grande remise en question. On sait que les départements RH des grandes entreprises, des multinationales, se galèrent comme pas possible en ce moment à recruter du monde dans les postes qualifiés. Et donc, évidemment, ça englobe toutes les questions de solidarité, qui englobent des valeurs humanistes, et la question migratoire, qui est en plus étroitement imbriquée avec les enjeux climatiques, fait partie des préoccupations d'une génération. Mais attention aux amalgames, il y a des jeunesses, il y a des préoccupations très différentes qui parfois sont même en concurrence, ou en tout cas qui se touchent pas parce toujours. Que vous êtes intéressé par la politique, vous êtes engagé politiquement.
dans des mouvements écologiques, on peut le dire. Est-ce que vous trouvez que la politique, s'engager en politique est une réponse à ces questions qui se posent aujourd'hui? Est-ce que les politiques ne sont pas au fond même spécialisés dans ces domaines très éloignés des vraies préoccupations? On vient de les entendre là, on vient d'écouter Carlos Alvarez. Est-ce que vous percevez que c'est bien pris en compte par les partis politiques, par les gens qui s'engagent? Alors la migration en tant que telle et sa dimension climatique, elle est malheureusement mal prise en compte, mal traitée. Ça c'est clair. Moi ce que je dis souvent, c'est qu'on a depuis un bon paquet de temps un monopole du récit par l'extrême droite qui fait que l'ensemble de nos politiques migratoires au niveau national et extraterritorial par l'État français est calqué sur la façon dont le phénomène est expliqué par l'extrême droite. Donc par nature, les réponses sont insatisfaisantes parce qu'elles cherchent à régler un problème qui est diagnostiqué par un parti qui en fait un instrument politique de propagande. Donc malheureusement, on traite mal le sujet. Après, il y a quand même un bon paquet de gens qui en sont sensibles, y compris dans la classe politique, et puis même jusqu'à l'échelon militant, bien sûr. Il y a énormément de soutien par certaines collectivités vers les associations, même si malheureusement l'État a plutôt tendance, depuis quelque temps, à mettre des bâtons dans les roues de tout le monde, mais il y a quand même une sensibilité qui traverse la société. Vous avez le droit de vous interrompre en faisant un signe, si vous voulez intervenir sur ce que disent les uns et les autres, évidemment. C'est avec plaisir, Carlos Alvarez. Oui, j'ai l'impression, Cyril, que vous cherchez à transmettre quelque chose que... Enfin, je vais non, dire... j'essaie d'être concret. C'est-à-dire que je me rends bien compte que ceux qui nous écoutent, nous regardent, ceux qui sont là, sont peut-être très sensibles à ces questions. Peut-être ce sont des questions aussi très angoissantes. On voit bien que même l'état du pays aujourd'hui, ce ne sont pas des questions qui sont de nature à améliorer l'ambiance générale. Donc j'essaie de comprendre et de voir si on peut aller, vers la fin de ce débat, vers des solutions, des améliorations et déjà une prise en compte de l'état d'esprit général. Alors, l'état des lieux, et moi je peux dire ça, le Club de Rome est une organisation indépendante, donc on est un peu l'agent provocateur, donc on dit des choses qui ne sont pas forcément confortables. Et je peux dire qu'il faut arrêter de faire semblant que l'on ne sait pas qu'on fait semblant. C'est-à-dire, les discours officiels sont impeccables, en particulier au niveau des institutions de l'Union européenne, si vous voulez, puisque la France en fait partie. Nous-mêmes, on influence les discours de Madame von der Leyen, etc. Mais il y a une énorme dissonance et qui est croissante, qui est vraiment croissante, entre ces discours officiels et ce que disent les décideurs, aussi bien, c'est pas seulement les politiques, aussi bien dans le domaine politique que dans les domaines des entreprises, des institutions en général, qui, et je me permets de le dire, ne sont pas en train de répondre à l'urgence. Les institutions que l'on a ne sont pas capables de répondre aux urgences en l'état, mais les responsables de ces institutions... Alors qui va y répondre là, parce que c'est non, mais attendez, inquiétant, ce que mais attendez, mais les responsables de ces institutions, aussi bien publiques que privées, le savent. C'est pire ce que vous dites. Non, c'est pire. Ça pose des questions, en effet, sur que faut-il faire pour arrêter de faire semblant que l'on ne sait pas qu'on fait semblant. Alors que faut-il faire? Parce que, justement, travailler sur cette dissonance. Travailler sur cette dissonance et arrêter de se raconter des histoires et refaire confiance aux gens en particulier. De nouveau, il faut aller au-delà du discours de... C'est la catastrophe, préparons-nous pour la catastrophe. Il faut faire confiance aux gens, à tout le monde, à la généralité des gens, et leur dire on est dans un changement vraiment un changement de paradigme, un changement de civilisation, et il y a des choses nouvelles qui sont déjà émergentes. Il y a plein de gens qui font déjà tout ce qu'ils peuvent, et même plus, pour vivre d'une autre manière. C'est déjà en train de se passer. En France, je suis sûr que ça se passe aussi, mais on voit ça se passer partout. Et c'est ça. Quel exemple vous avez en tête en disant ça? Par exemple, des gens dont vous trouvez qu'ils font ce qu'il faut aujourd'hui. J'ai des exemples de communautés locales en Afrique. Par exemple, voilà. En Afrique du Sud, au Maroc, des communautés locales au Bangladesh, des populations qui prennent en main, qui décident en Thaïlande, qui décident. Donc des pays
plus défavorisés que nous qui font les choses mieux que nous. Peut-être parce que leurs institutions ne prétendent pas tout faire ou n'ont pas simplement la capacité, ou les gens simplement n'attendent pas tant de leurs institutions et savent que ou bien ils prennent leur destin en main ou ça ne va pas se changer, mais ils le prennent collectivement et donc ils abordent leurs défis. Et s'il y a de l'appui de la part des institutions, alors là ça fonctionne d'une manière extraordinaire. Si on mélange les deux, cette conscience locale de oui on peut, avec un appui institutionnel, là on obtient des résultats extraordinaires. Marine Denis peut-être ? Oui, moi je voudrais ajouter un mot. Je rejoins cette vision des choses qui est que beaucoup de choses peuvent partir de la base des individus, des communautés locales. On a beaucoup d'initiatives en matière de résilience alimentaire. Blandine Sankaran en a beaucoup parlé hier dans son discours qui était aussi un appel à l'autonomie. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit avoir en tête aujourd'hui dans nos sociétés qui sont très, très, très dépendantes aussi en matière agricole. Je voudrais quand même dire un mot sur la notion de réglementation. Je vais prendre vraiment la casquette juriste. Aujourd'hui, on a beaucoup de dispositions dans le droit international public, dans le droit international privé, relatifs aux investissements, relatifs à la concurrence, qui ne sont pas du tout exploitées en matière de climat. Je m'explique, vous pouvez continuer à avoir des banques, des sociétés d'assurance qui investissent dans des produits actifs liés au pétrole, liés au charbon et liés au gaz. Est-ce que ça, c'est encore logique? Est-ce que ça, c'est encore cohérent? Et à quoi bon avoir une initiative, enfin, en tout cas, mettre l'accent sur les petits gestes, sur les initiatives individuelles, si derrière, on n'a pas cette action aussi de fond qui est mise en place, cette fois-ci, par les pouvoirs publics. Et donc, on voit, et j'insiste là-dessus, parce que je pense que c'est quand même pas un acteur particulièrement socialiste ou révolutionnaire, la Banque mondiale alerte largement depuis plusieurs années sur le coût de l'inaction climatique, et ce coût-là, toutes les sociétés vont en faire les frais. Alors évidemment, les pays les plus précaires, les plus vulnérables seront les premiers exposés, mais il serait complètement naïf de penser que nos sociétés, et la France est inclus là-dedans, pourraient sortir aussi, entre guillemets, s'échapper de cette réalité climatique. Donc réglementer davantage, ça me semble évident, réglementer le secteur du fossile en premier lieu, et ensuite, et là c'est un enjeu de taille, c'est faire appliquer le droit existant. J'insiste beaucoup là-dessus, parce que élaborer une norme, même si elle est le fruit d'un travail démocratique, même si elle est le fruit d'un travail dans des assemblées parlementaires, si elle n'est pas effective et si elle n'est pas contrôlée par les services de l'État ou des services d'institutions régionales, européennes, que sais-je, elle n'a aucune valeur. Et aujourd'hui, la France fait face à un détricotage, une destruction, une détérioration peut-être de son droit de l'environnement, aussi parce qu'on manque cruellement de corps et d'institutions qui peuvent contrôler cette application du droit. Donc réglementer, c'est une chose, et avoir du courage dans la réglementation. Et là, c'est certain qu'il faudra aussi se poser des questions sur ce qu'on continue à consommer dans nos sociétés. Et puis, dans un deuxième temps, faire appliquer le droit existant. Autrement, on continuera à avoir des projets terribles, climaticides comme ICOP en Afrique centrale, l'Afrique du Sud. On continuera à avoir des mines d'or à ciel ouvert. On continuera à avoir de l'extraction de ressources parce qu'il n'y aura personne pour vérifier que le droit environnemental est appliqué. Je vous en prie. Moi, je voudrais rebondir sur les cas concrets, puisque voilà, je pense que c'est important peut-être pour les gens qui nous expliquent qu'on rende ces discussions très concrètes, notamment en termes d'action des collectivités, puisque c'était votre question tout à l'heure. Pour nous, l'action des collectivités ou des entreprises d'ailleurs, elle est de deux niveaux. Il y a des actions que l'on qualifie des actions d'atténuation. Donc l'enjeu, c'est d'engager des actions qui vont permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et ça va passer notamment par la réduction des consommations d'énergie, par le recours aux énergies renouvelables, par de nouveaux modes d'organisation de la mobilité, de nouveaux choix de technologies de transport. C'est travailler également sur le système alimentaire en essayant de privilégier le développement local. Voilà. Donc en termes d'atténuation, il y a beaucoup d'exemples à la fois portés par des collectivités et des entreprises. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'amener notamment les collectivités sur des sujets d'adaptation au changement climatique. C'est comment aujourd'hui on se mobilise pour prendre des décisions qui vont nous permettre de faire face à l'évolution du climat qui de toute façon aura lieu. Voilà. Donc même si on agit aujourd'hui, de toute façon, on ne restera pas au niveau d'aujourd'hui. Donc on va faire face à une évolution des températures. Donc comment on s'adapte? Et là, on a aussi des exemples de collectivités qui s'engagent. Alors c'est pas évident. Il y a quand même le sujet de la mobilisation des élus. On voit bien aujourd'hui les élus, ils ont tendance à avoir un raisonnement qui est lié à la durée de leur mandat.
Donc on est plutôt sur des durées courtes, alors que tout le sujet de l'adaptation au changement climatique, on est vraiment sur des durées longues. Donc pour nous, un enjeu important de mobilisation des élus. Donc on organise des formations, des portées à connaissance, on leur montre ce qui s'est déjà passé sur leur territoire et ce qui peut se passer demain. Et on peut citer un certain nombre d'exemples, alors de toute nature. On a par exemple le sujet des stations de ski. Comment on fait pour travailler avec ces stations de ski pour qu'elles puissent proposer une offre 4 saisons, parce que demain, il y aura peut-être plus de neige. Alors c'est sûr qu'on est loin du sujet des migrations, voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les collectivités en France s'engagent dans des programmes, mais il y a un enjeu important de mobilisation des élus, des citoyens et des entreprises. Alors pour être très concret, demain, il peut ne plus y avoir de neige, c'est vrai ? Alors donc on travaille très proche sur ce dossier-là, donc avec les stations de ski. Donc effectivement, donc comment on mobilise la connaissance climatique pour regarder quel est le futur de la neige dans les stations. Donc, et moi, j'ai pas une. À quel horizon vous oui, avez des chiffres à nous donner, voilà, des données. Voilà. Donc moi, je suis pas. Je pense on peut pas donner qu'une image catastrophique du futur. Donc la question, c'est de préparer les transitions. C'est ça le vrai sujet. Parce que juste de dire que l'activité va s'arrêter, voilà. Et donc l'intérêt de ces démarches-là, c'est de construire une alternative. Alors de regarder pendant combien de temps l'activité ski, elle est encore possible dans certaines stations. Donnez-nous des idées de... Mais dans les Pyrénées, donc par exemple dans les Pyrénées, on sait qu'à peu près jusqu'à 2040, il n'y a pas trop de doute pour des stations qui ont des altitudes vers 1800 mètres avec des domaines réellement skiables. C'est-à-dire, voilà. Donc, ça veut dire que dès à présent, de toute manière, il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple dans les Pyrénées, sans recours à la neige de culture, beaucoup de stations ne pourraient pas fonctionner. Donc de l'adaptation, il y en a déjà eu. Et ensuite, donc, la question finalement des services que l'on construit avec les stations, c'est de savoir dans quel secteur du domaine on peut encore investir et ensuite préparer cette transition, parce que transition... Carlos Alvarez, c'est pas des questions de pays riches, ça, savoir s'il y aura de la neige ou pas dans les Pyrénées. Est-ce qu'au fond, ça crée pas encore plus un fossé entre les pays qui ont les moyens et de faire des stations d'été parce qu'il n'y a plus de neige, et puis ceux qui n'ont même pas de station et n'en auront jamais? Ah ben c'est sûr qu'au niveau des conversations internationales, oui, les pays, disons, qu'on appelle entre guillemets en développement, nous disent, écoutez, vous êtes bien sympathique. Nous disent aux pays, disons, entre guillemets développés, donc vous êtes bien sympathique, mais nous, on a besoin de se développer, donc on a besoin encore d'utiliser des énergies fossiles, etc. Et ça bloque. Mais peut-être que vous voulez dire quelque chose par rapport à ça. Je continue après. Et ça bloque donc complètement les négociations. Les négociations. Donc, dans les COP, désolé, mais bon, j'insiste, je n'ai pas besoin de dire... J'ai beaucoup de sources d'espoir, mais elles ne viennent pas forcément des lieux où on les attend. Et pour les personnes qui vont en COP, en général, n'en sortent pas contentes par rapport au futur du climat. Je veux dire ça comme ça. Juste, pardon, si je peux juste revenir sur le sujet des stations de ski, on aurait peut-être pu prendre l'exemple de l'augmentation du trait de côte. Voilà, ça aurait peut-être été plus judicieux. Juste la question des stations de ski, c'est pas de savoir si demain on va pouvoir skier ou pas. C'est pas ça le problème. C'est qui dit station de ski dit emploi, développement économique, développement d'un territoire. Voilà, c'est simplement ça en fait. Hein. C'est pas la question du loisir pour lequel on n'aura plus accès. En fait, c'est pas du tout ça. C'est comment on s'adapte. Il y a presque un problème de société. On a voulu développer pendant des années l'accès à ce type certainement de plaisir, de loisir, à un grand nombre de gens. Et aujourd'hui, on nous explique quand même qu'à un horizon qu'on peut nous-mêmes maîtriser, connaître, ceux de nos enfants, petits-enfants, enfin même enfants, il n'y aura plus de neige. C'est quand même, alors vous dites que ce n'est pas une question de tourisme, certes, c'est aussi une question de vie des populations et d'état général d'une société qui peut aussi, mais vous êtes d'accord, qui peut non, aussi vouloir je suis d'accord. continuer d'avoir une vie pour laquelle elle aspirait d'avoir. Tout à fait, mais aujourd'hui, le souci du maire de Font-Romeu ou des Angles, c'est ça, réellement, il est endetté pour les 30 prochaines années. Voilà, donc comment il fait pour préserver l'emploi sur son territoire voilà. Oui, moi c'est exactement ça que je voulais dire. C'est que donc il y a derrière donc ces problèmes économiques, il y a une vie dans les territoires
Il y a des territoires qui sont en plus éventuellement en déclin, qui sont où aujourd'hui la station de ski, ça représente un certain nombre d'emplois. Et donc on ne peut pas juste comme ça balayer une activité. Donc il y a des problèmes dans les pays du tiers-monde, mais il y a aussi des problèmes chez nous. Hein. Donc il faut quand même aussi regarder ce qui se passe dans tous les territoires. C'est un exemple très concret. Voilà, donc c'est un exemple concret. Donc effectivement, il y a une activité qui peut paraître comme une activité de luxe par certains côtés, mais il y a aussi une vie des territoires, il y a une réalité qu'il faut prendre en compte. On va aussi interacter avec la salle. Si vous avez des questions, je crois qu'il y a des micros qui sont prévus. On peut faire des questions-réponses aussi avec nos interlocuteurs. Avant qu'on démarre peut-être les questions-réponses, j'ai une question, je me tourne vers vous. Les gros problèmes qui arrivent de migration, est-ce que ça va s'accélérer, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, les problèmes en Méditerranée? Qu'est-ce qui est prévu pour essayer, puisqu'on voit ça pose des problèmes politiques en Europe terribles, on vient de voir les élections en Italie, avec une première ministre qui arrive, qui a fait campagne sur ces thèmes-là, etc. Comment vous voyez les choses à court terme? On ne va pas dire à moyen terme, pour que les gens comprennent. Je m'adresse à vous qui êtes spécialiste de ces questions. Puis ensuite, on posera des questions de la salle. Alors oui, je pense qu'effectivement, déjà, il faut s'attendre effectivement à ce que dans les prochaines années, prochaines décennies, les flux migratoires augmentent. Ça, c'est une quasi-certitude. Après, j'ai quand même envie de le relativiser pour plusieurs raisons. La première, c'est que, comme l'a dit Antoine, il faut se méfier aussi. Enfin, faut vraiment faire très attention aussi quand même à l'instrumentalisation de la question migratoire par certains partis politiques. Et quand on parle de migration climatique, souvent les chiffres qu'on annonce, les chiffres que je vous ai annoncés au début, c'est des chiffres qui font souvent peur. 216 millions dans 30 ans, ça inquiète beaucoup, ça inquiète en Europe, ça inquiète aussi ailleurs. Donc je pense qu'il faut être très attentif sur ces chiffres. Donc déjà, il faut se dire que ce ne sont que des chiffres, ce sont des tendances. Il faut les prendre avec précaution. Sur le plan méthodologique, on a encore beaucoup de difficultés quand même à estimer avec énormément de rigueur et de fiabilité l'ampleur de ces flux migratoires dans les prochaines années. Ça va aussi dépendre de beaucoup d'autres facteurs, en fait. C'est-à-dire qu'il y a effectivement notre capacité dès aujourd'hui à réduire nos émissions, investir massivement en matière d'adaptation pour que les gens... Parce qu'il faut aussi se dire que quand même, moi, par exemple, j'ai eu l'occasion de passer pas mal de temps au Bangladesh, qui est un des pays assez emblématiques quand on parle des pays les plus vulnérables au changement climatique. C'est un des pays les plus densément peuplés au monde. Donc c'est aussi un pays où potentiellement le potentiel migratoire est assez important. Mais quand vous interrogez les gens, il y en a beaucoup aussi qui n'ont pas envie de partir. C'est des gens qui sont attachés à leur terre. C'est notamment le cas des États aussi, des petits États du Pacifique où vous avez un attachement quand même extrêmement fort à la terre ancestrale. Et donc ces gens-là ne veulent pas tous migrer. Donc il faut aussi effectivement leur permettre autant que possible, quand ces gens-là le souhaitent, de pouvoir rester. Mais il faut rester sur un territoire qui est décent, sur lequel il est possible de cultiver, etc. Mais donc oui, amplification des flux migratoires, mais attention, je vous le disais aussi, c'est des migrations qui seront très majoritairement internes, ce qui veut dire que c'est aussi, en fait, je pense que nous, on a un rôle à jouer aussi pour accompagner les pays qui vont être qui sont les plus vulnérables, à pouvoir aussi gérer sur leur territoire ces flux migratoires. Et donc ça veut dire ce que vous disiez aussi au début, planification urbaine, parce que quand on parle de première destination des migrations, ce sont les villes, en fait, qui sont aujourd'hui les premières à recevoir la très grande majorité des migrants. Donc il faut préparer ces villes aussi à pouvoir faire face à ces défis-là. L'alerte, elle viendra de quel organisme international? Quel est celui qui joue un rôle majeur là-dedans? C'est à l'ONU que ça se passe? Alors oui, vous avez l'ONU, vous avez l'Organisation internationale pour les migrations travaille beaucoup sur ce sujet, le HCR aussi, qui s'occupe plus spécifiquement des réfugiés, s'y intéresse aussi de plus en plus. Mais en fait, vous avez aujourd'hui à peu près toutes les agences des Nations Unies qui alertent sur ce sujet. L'UNICEF par rapport au cas plus spécifique des enfants, UN Women pour la question des femmes. Donc toutes les agences se positionnent aujourd'hui. Et aujourd'hui, il n'y a pas une agence particulière c'est un bien ou un mal, sur la migration justement climatique. Est-ce qu'il faudrait regrouper peut-être ces agences-là? Est-ce qu'elles ont un bras armé possible? Comment ça se passe?
Voilà, il y a des gens comme vous qui travaillent sur le Aujourd'hui, terrain. Comment ça se passe ? il y a des discussions aujourd'hui au niveau international pour se poser la question de est-ce qu'il faudrait une nouvelle agence internationale pour traiter spécifiquement de ces questions-là, ou est-ce qu'il faudrait que ce soit plutôt intégré au mandat de l'OIM ou intégré au mandat du HCR ou partagé entre plusieurs organisations. Enfin, vous avez plusieurs options qui sont mises sur la table. Après, moi, je pense que sur la question des migrations climatiques, j'aime bien quand même rappeler qu'en fait, il y a un panel de solutions qui est possible. Donc, je ne pense pas que ce soit ni la bonne solution, ni la seule, de penser que ça va être le propre d'une seule organisation de gérer l'entièreté de la réponse à ce problème. Vous vouliez intervenir, Antoine Laurent? Non, rapidement, sur les risques que l'on voit, que la migration s'accroît, etc. Il faut éviter d'avoir une vision trop européano-centrée de la chose, et bien comprendre que dans la migration forcée, il y a une notion de contrainte et de non-choix ou de choix forcé. Et en fait, pour la très grande majorité des migrants, il n'y a pas une aspiration énorme ou un rêve particulier à rejoindre l'Europe. Certains l'ont, ce rêve, mais je pense dans la majorité, en tout cas ceux que j'ai pu croiser, c'est avant tout des gens qui ont été forcés de quitter leur foyer. Et quand on regarde les ordres de grandeur, le nombre de personnes qui se retrouvent aux frontières de l'Europe sont largement minoritaires par rapport à la quantité de migrants qui ont dû quitter leur foyer de force et se retrouver soit dans la région juste à côté, soit dans la ville de la métropole proche ou le pays juste à côté. Donc quand on voit ces chiffres à dizaines de millions de personnes, c'est vraiment une perspective internationale et il faut bien comprendre dans le détail qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique pour ces personnes en termes de mouvement de population et de perturbation des équilibres socio-économiques locaux. Et à l'échelle de l'Europe, bon, déjà, pas de panique, hein. On a largement les moyens d'assumer ce genre de choc, et il faut vraiment essayer de bien se projeter sur l'état d'esprit de ces personnes qui sont forcées de fuir, quoi. Ça va quand même dépendre beaucoup aussi des choix politiques qui seront faits par les opinions publiques en Europe. Alors évidemment, si on met des barbelés partout, ça devient beaucoup plus dangereux de traverser les frontières, quoique ça n'empêche pas les gens de passer, c'est juste qu'il y en a plus qui meurent. Mais de toute manière, cet état d'esprit qu'on a en Europe, il va devoir évoluer. On évolue avec les tendances. Enfin, moi, je vois mal. Et puis de toute façon, la rhétorique qui est aujourd'hui entretenue autour de la migration, c'est plus justement de laisser penser que les migrants viennent par volonté, une sorte de programme politique de millions de personnes qui viennent remplacer la population blanche. Alors que plus on va avancer, plus on va constater ce caractère forcé de la migration. J'ose espérer que l'opinion soit un peu plus intelligente et arrive à réaliser que malheureusement ces gens... C'est pas trop le sens de ce qu'on voit se projeter politiquement en Europe en ce moment. Italie, les choses changent vite. Hein. Les choses changent très très vite. Et l'Italie, vous savez, la question migratoire n'était pas ultra prioritaire sur l'élection en Italie. C'était un élément important, mais c'est avant tout la situation économique qui met le pays en vrac là en ce moment. Est-ce qu'il y a des questions de la salle? Alors, on va vous passer un micro peut-être. Et dites-nous à qui s'adresse votre question. Bonjour monsieur, présentez-vous. Oui, Gabriel Bouillon, c'est l'association 4D, dossier débat sur le développement durable, que nous avons fondée après le sommet de Rio avec notamment l'ADEME. Il marche. Il y a des problèmes de batterie. Bougez pas, je vais venir vers vous. Il m'a lâché tout à l'heure aussi celui-là. Ça arrive à l'antenne. Oui, merci. Oui, je vais être bref, mais sur le constat, on a tous vu depuis 2 jours que tout le monde est d'accord que les politiques, évidemment, c'est plutôt du court terme, élection, et la stratégie à long terme, c'est moins la préoccupation. Ce matin, il y a eu un débat très intéressant sur le financement et les blocages des financements. Les banques sont toujours trop frileuses par rapport aux porteurs de projets innovants, sur les problèmes de décentralisation qui ne sont pas assez... Et la question, enfin, c'est juste l'avis de M. Carlos Alvarez sur la rapidité d'intervention, d'adaptation. Et juste un point, il y a eu une expérience quand même positive. Avec l'ADEME, on a fait venir, pour parler du oui on peut, on a fait venir un Africain qui avait inventé à partir du ramassage de sacs en plastique, du mobilier urbain. Il est venu animer des débats avec l'ADEME à Paris. Voilà. Carlos Alvarez. Donc, pour moi, l'essentiel, je crois que je l'ai déjà dit, c'est le changement culturel. Et les gens disent « Ah oui, mais le changement culturel, on ne sait pas comment ça fonctionne, on ne sait pas diriger ça, puis ça prend du temps, etc. » Ou pas.
on est dans une situation critique qui, évidemment, est pleine de dangers. Mais là où il y a du danger, croit aussi le salut, disait Hölderlin, ça ouvre la possibilité. En fait, ces situations de danger, si on utilise une autre grille de lecture, ça ouvre la possibilité à des manières de vivre complètement différentes. Il faut se poser la question, est-ce que tout le changement culturel est à faire ou pas? Personnellement, je ne crois pas. Seulement, on n'écoute pas le changement culturel qui s'est déjà passé. Si on voit ce qui se passe au niveau des jeunes générations, si on voit, et j'ai l'espoir aussi qu'il y a un rôle beaucoup plus accru des femmes dans la société va aussi changer la donne, et tout ça peut se passer très vite en fait. Une fois, le moment où on apprend, le moment où on arrive là au bord de la falaise et on change, ça se passe comme ça. C'est non linéaire et ça peut se passer très vite en fait. Et il faut juste créer les conditions. Mais je sais que nos institutions ont du mal à faire ça parce qu'elles veulent diriger le processus. Elles veulent contrôler. On a une culture du contrôle. Ce dont il s'agit, c'est de créer les conditions pour que cette émergence qui est déjà là se généralise. Et ça peut se passer très vite. Une question en haut, je crois. Merci beaucoup. Présentez-vous. Ludovic Mogère, activiste climat et justice sociale. Du coup, elle est un petit peu dure à suivre cette table ronde. Merci pour cette phrase de Carlos qui nous dit du coup qu'il faut arrêter de faire semblant qu'on ne sait pas qu'on fait semblant. Parce que du coup, j'ai eu l'impression que c'est revenu plusieurs fois quand même autour de cette table où on nous parle quand même d'adaptation en lien avec rajouter de la neige artificielle. Je vois pas ce que ça vient faire dans l'adaptation, parce que là, on est en train de parler de populations qui meurent. Et du coup, je reprends aussi une expression qui nous dit, du coup, ce ne sont que des chiffres. Non, les millions de migrants, ce ne sont pas que des chiffres, ce sont des hommes, des femmes, des humains. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux poids, deux mesures dans ce débat. Et c'est vrai que c'est extrêmement frustrant. Du coup, la question ça, c'était juste pour exprimer la frustration. Et merci aussi à Antoine, du coup, d'être entré plus dans le vrai, dans les propositions. Et du coup, une question, c'est notamment aussi par rapport à la question des migrations. Vous soulevez que, du coup, l'État français semblerait faire sa part et être très intéressé dans les migrations. Ça reste encore à prouver, mais du coup, au niveau du budget, j'aimerais bien savoir combien il dépense chez vous, sachant que notamment, pour donner un ordre d'exemple comparatif, par exemple, l'Union européenne met, je crois, 6 milliards d'euros, plus ou moins par an, auprès de la Turquie pour qu'elle garde des réfugiés. Donc en fait, il y a toute la question autour de quel est l'argent qu'on investit aujourd'hui dans des fausses solutions, qu'on n'investit pas dans l'adaptation et dans l'atténuation des problèmes climatiques et migratoires. Et la question se pose à tout le monde. Qui veut répondre ? Alors moi, je vais peut-être juste réagir par rapport à la question du chiffre, puisqu'elle me concerne directement. Peut-être que la formulation était maladroite, mais en fait, je la reprends d'un article scientifique récent sur la question des migrations climatiques. Et en fait, moi, alors peut-être qu'on s'est mal compris, mais en fait, je pense qu'on dit exactement la même chose. C'est que moi, quand je vous dis il ne faut pas se focaliser sur les chiffres, c'est que justement, en fait, il y a trop de gens les migrations climatiques, ce ne sont pas des chiffres, ce sont des gens, justement, derrière quand on en parle. Et donc, arrêtons de ne regarder justement que l'ampleur des chiffres, parce que c'est aussi ça qui guide derrière la volonté chez certains d'aller vers des politiques migratoires de plus en plus restrictives, parce que les chiffres qu'on avance font peur. Et donc, si on ne pense qu'aux chiffres, ça peut amener, de mon point de vue, à des réponses qui ne seront pas les bonnes du point de vue justement de ce qui est compte, c'est-à-dire préserver la sécurité humaine des populations dont on parle justement. Est-ce qu'il y a une réponse aussi, peut-être ? Moi, je voudrais ajouter un mot. J'ai trouvé ça intéressant, ce que vous avez pointé, c'est-à-dire est-ce qu'on est face à des politiques migratoires qui se sécurisent sur la question environnementale ou pas ? Dans les faits, ça dépend des États. Il y a quelques années, alors donc en 2018 et puis en 2021, un gros travail a été mené par plusieurs États, des pays occidentaux et des pays non occidentaux, au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour faire adopter une résolution visant à reconnaître le lien entre changement climatique et sécurité. Et en 2018, vous avez un mécanisme de sécurité climatique qui a été mis en place. Très concrètement, c'est une sorte
d'organismes de coopération. L'idée, c'est de prévenir les conflits, les risques de conflits liés au stress sur les ressources naturelles. Et l'idée, c'est de cartographier ça. Donc, ça se fait avec des organismes de recherche, ça se fait avec des organismes des Nations Unies. Mais on a quand même des États qui se préoccupent aussi au niveau international de l'impact que pourrait avoir le changement climatique sur la naissance de conflits et de tensions. Le souci, c'est que là, on est sur des axes de coopération assez internationaux. Lorsqu'on arrive à un niveau beaucoup plus régional, et vous avez parlé de l'Union européenne, là, on parle très, très concrètement de frontières. Et donc, le premier réflexe, en tout cas pour les chefs d'État que nous avons aujourd'hui à la tête d'une majorité des pays de l'Union européenne, c'est d'aller sur le terrain sécuritaire et de dire « Oh là, trop compliqué, on va appeler Frontex et on va faire de la sécurisation en mer ». Le souci, et là je suis d'accord avec vous aussi, c'est que plus on adopte cette posture sécuritaire et moins on finance l'adaptation, plus on va se retrouver à aller toujours donner de l'argent à la Libye, ce qui pose aussi des grosses questions de positionnement politique à l'égard de ces pays, ou à la Turquie, ce qui pose aussi les mêmes questions politiques. Et donc, il y a évidemment un gros travail aussi à faire de plaidoyer, et ça, beaucoup d'associations le font aujourd'hui. Il y a aussi des partis politiques plutôt tournés vers des idées progressistes, je dirais, pour pas dire de gauche, mais qui insistent pour aller vers ce financement de l'adaptation pour ces pays-là. Maintenant, l'autre élément que je voudrais aussi mentionner, c'est que ce financement de l'adaptation, il n'est cohérent que si on ne finance pas parallèlement des projets de captation des ressources. J'en ai beaucoup parlé tout à l'heure, mais parce que c'est très lié aussi. Si vous donnez de l'argent à Total, pour ne pas la nommer, pour qu'elle aille construire un oléoduc à côté du lac Victoria qui va mener au déplacement de plusieurs milliers de personnes, évidemment, vous concourez aussi de façon indirecte à l'aggravation des vulnérabilités. Et ces personnes-là, elles ont pas d'autre choix que de se déplacer. Et je conclurai juste en quelques mots très rapides. Je rejoins largement ce qui a été dit par mon collègue Antoine sur la question de la migration subie et forcée. J'ai fait quelques terrains au Sénégal et au Bangladesh. Très clairement, quand vous êtes paysan, que vous avez votre petit terrain, quelques chèvres, quelques bêtes, et que vous êtes propriétaire de votre maison, le fait de tout perdre après un aléa naturel et d'aller vous entasser dans un bidonville, dans une grosse ville, c'est une source de déclassement social et économique énorme. Donc ces migrations-là, il faut aussi avoir bien conscience qu'elles sont très souvent forcées et qu'elles sont signes aussi et synonyme pour ces personnes-là d'une augmentation de la vulnérabilité, d'une perte des repères et d'une perte de ressources. Antoine Laurent. Oui, rapidement. Alors moi, je vais prendre ma casquette de conseiller politique, qui est très différente de ce que je faisais avant. Mais deux choses sur les remarques très pertinentes que vous avez données. La première, c'est que malheureusement, dans les élites économiques et politiques, on n'a pas encore pris la mesure du problème. Et ça, pour moi, c'est dramatique. Le rapport Midos, qui est parti il y a 50 ans, on est toujours en train de découvrir l'introduction. Et donc forcément que tout ce qui découle derrière dans l'attitude de ces élites, et quand je dis élite, c'est justement pour éviter le caractère partisan, parce que c'est global, on a du mal à anticiper les choses et donc à intégrer les concepts d'adaptation dans les politiques publiques. Quand on parle de migration dans des purs sécuritaires, parce qu'on voit ça comme une menace extérieure, et puis d'ailleurs, au-delà d'avoir du mal à voir loin, on a aussi du mal à voir dans le passé. Et la deuxième chose, c'est que on se parlait tout à l'heure d'ingénierie, de politique publique au niveau local, etc. Ce qui manque, pour avoir constaté, moi, ayant travaillé à l'Assemblée nationale, au plus près à la bordure du gouvernement et plus récemment sur des campagnes électorales, la volonté politique n'existe pas parce qu'on est encore sur un clivage qui a du sens, hein, mais on est un clivage sur quel est le degré d'interventionnisme des pouvoirs publics dans la société. On est toujours sur ce débat qui date de la Révolution française, voire même avant, à se demander, à débattre de combien d'argent public on met au pot commun, combien de taxation on fait sur telle ou telle personne. Quand on a un gouvernement qui met comme ligne rouge l'augmentation des taxes, je me demande, en fait le vrai débat il est là. Et à partir du moment où les pouvoirs publics n'ont pas les moyens de se renouveler, de se moderniser, de gagner en efficacité ou d'agir dans des nouveaux programmes d'adaptation plutôt qu'un autre, parce que les pouvoirs publics ne veulent pas augmenter la puissance de l'État ou des collectivités locales, on est un peu bloqué, quoi. Mais Céline Vacher pointait tout à l'heure aussi les élus qui, eux, ont des mandats parfois courts, qui ne sont pas forcément réélus, et donc ils n'ont pas un temps politique aussi long qu'il le faudrait parfois pour étudier ces questions-là. Bah, c'est vrai ou pas vrai? Parce que, oui, non, c'est vrai qu'il y a un problème d'anticipation sur le moyen terme, mais on a des programmes politiques en France et quand on entend des choses des responsables politiques qui sont sur le long terme. Le récit national qui est entretenu par certains et qui fait leur incarnation, il est très présent dans le débat. Donc la vision de long terme, elle est même plébiscitée
par l'opinion et elle est largement entretenue par les responsables. Moi, je ne pense pas que la question de long terme soit le plus gros problème. Je pense que c'est vraiment un manque de considération pour la nature du problème et un manque de volonté, parce qu'il y a une vision libérale derrière, de voir les pouvoirs publics prendre plus de place dans la société pour faire face à un problème qui est de l'ordre du commun. Là, on est un problème commun qui, en plus, est planétaire, donc ça complique encore les choses. Mais parce que c'est un problème du commun, eh ben, il faut qu'on le résolve en commun, et donc il faut qu'on mette de l'argent au pot commun, qu'on renouvelle, enfin qu'on restaure le tissu démocratique et la force de notre vivre ensemble et de notre décision publique. Bah non, mais c'est là que ça se joue, en fait. Question, je crois, de l'autre côté. Alors, pardon, je vous amène le micro. Donne-moi le micro. Merci. Moi, j'ai pas de questions, j'ai juste une réflexion. Et demain, où va-t-on? C'est le thème de la table ronde. Quand j'entends que ici, dans ce forum qu'on appelle le Monde Nouveau, on se pose la question de savoir si demain on pourra encore skier, on doit produire de la fausse neige pour faire plaisir aux skieurs, quand parallèlement à cela, à cause de la sécheresse, 13 millions d'Africains sont en ce moment en situation de famine, je me dis qu'effectivement, il est temps qu'on se pose des questions, qu'on agisse. C'était mon choix cette année, agir maintenant, et surtout qu'on se dise que le thème sobriété, il serait temps qu'on se l'applique à nous-mêmes avant d'essayer de donner des leçons à la Terre entière. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, je voudrais m'adresser à M. Flores, le chef de corps, directeur départemental du SDIS 34, et lui dire, à lui et à tous ceux qu'il représente comme force, merci. Parce que vous êtes les pompiers, les premiers sur toutes les situations catastrophiques. Et avec le changement climatique, vous êtes de plus en plus sollicités. On vous a vu au milieu des flammes, on vous a vu sur les inondations, et vous êtes toujours là dès que les populations ont besoin de vous. Et bien souvent, on oublie de vous dire merci. Donc je veux profiter du fait que vous soyez ici aujourd'hui pour vous dire vraiment du fond du cœur un grand merci. Merci Marie-France Bailey. Carlos Alvarez, pour rebondir, reprendre ce que disait Marie-France Bailey, au fond, toutes ces questions-là, elles peuvent paraître anecdotiques parfois quand on parle de la neige, dramatiques quand on parle de migration de population, et pourtant, elles sont toutes liées. Et c'est donc la difficulté du Club de Rome, du club de réflexion dont vous êtes le vice-président, d'essayer de trouver au milieu de toutes ces considérations des priorités et en même temps de n'oublier personne. C'est vrai ? Mais notre rôle, surtout, quand j'ai à expliquer ce qu'on fait, c'est de poser de meilleures questions. C'est ça, le rôle du Club de Rome, on ne fait que ça, essayer d'analyser les grands défis et leurs interdépendances en particulier, parce que depuis le début, on a ce regard-là. On se dit, mais tout est lié. Et comment on gère cette complexité énorme? Parce que si tout est lié, par où on tire le fil? Par où on commence? Et ben, par où on commence, c'est déjà avoir de nouveaux regards. Et pour avoir de nouveaux regards, il faut poser des questions différentes. Il faut changer les termes des débats. Donc je parlais avant de changeons du terme, préparons-nous à la catastrophe vers l'émergence de nouveaux modes de vie, ce qui implique bien sûr lâcher prise sur plein de choses. Alors je ne suis pas capable de dire si ça va être lâcher prise sur le ski, mais je peux vous dire que moi personnellement, quand j'ai réalisé au niveau émotionnel le fait du changement climatique, c'est quand un collègue suisse m'a dit « Mais tu sais, les glaciers sont en train de fondre en Suisse. » Il y a des années de cela et cela continue. Mais pour mettre en avant un exemple de ce que je dis par rapport à changer les termes du débat, ce débat des migrations, je peux en rajouter, si vous voulez, en disant la prospective démographique nous dit qu'à 30 ans, en 2050, il y aura 1 milliard de personnes en plus en Afrique. La population de l'Afrique aura augmenté d'1 milliard de personnes. C'est pratiquement le continent dans lequel se concentrera la croissance démographique du monde d'ici 2050. Dans les termes du débat où on se dit, ah ben c'est la panique. 1 milliard d'Africains en plus, on
on imagine qu'ils ne vont pas être capables, l'Afrique ne va pas être capable de se développer, entre guillemets. Donc c'est la panique pour nous, donc c'est l'effet, c'est la peur. Désolé, la peur n'a jamais été une émotion très créatrice. Ça ne marche pas. Faire peur aux gens, enfin ça marche pour certains propos, mais pour trouver des solutions, ça ne marche pas. Mais pourquoi ne regardons-nous pas cette 1 milliard de personnes en plus en Afrique, donc, et très jeunes, 40% des jeunes du monde seront africains. Pourquoi ce ne serait pas une opportunité pour eux, mais pour nous aussi? Alors, on travaille sur ce... Je sais que c'est à l'air paradoxal. La jeunesse africaine qui réinvente son futur et le nôtre en même temps. Un mot du contrôleur général Éric Flores, donc de la direction départementale des pompiers, des soldats du climat. Vous vouliez parler des financements? Oui, c'est important le financement parce que à un moment, j'entends un peu toutes les discussions sur les pouvoirs publics. Alors, je fais partie d'un service public où on essaye de bien dépenser notre argent. Je remercie d'ailleurs l'ADEME parce qu'on va être un des premiers services d'incendie à avoir un véhicule incendie 100% électrique. Ça coûte 800 000 €. Un fourgon normal, c'est 220. Ça veut dire qu'à un moment, vous l'avez dit, il y a des sujets de financement. Il y a des sujets de financement pour être les premiers à y aller. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est la capacité, comme vous l'avez dit tous, le constat est partagé. Quelle est la capacité à tout le monde de réagir? C'est compliqué. Enfin, vous avez à un moment, vous avez des organisations qui sont financées pour le quotidien. Les pompiers en France, c'est 4 millions d'interventions, quasiment 3,7 millions, c'est du secours à personne. Il faut qu'on continue à faire ce quotidien. Toute la difficulté que l'on a à un moment dirigeant, c'est de continuer à organiser des structures qui sont capables de répondre à tout le quotidien et à un moment d'avoir la réflexion, d'anticiper à l'avenir et de trouver les ressources qui vont nous permettre d'aller sur l'avenir. Vous prenez la problématique du feu de forêt sur certains départements de France. Vous prenez des collègues du Jura, des Finistères qui ont eu des feux de forêt dans leurs organisations. Je vous le disais tout à l'heure, on a un peu sur la France, il n'y a que le sud de la France qui est plus ou moins structuré pour le feu de forêt. En gros, vous avez des départements qui ont 200 véhicules pour le feu de forêt. Le Nord, ils en ont 0. Parce que on est organisé d'une certaine façon dans le Sud. Depuis, on a pris des feux, on faisait chaud. Donc, cette organisation existe. Sauf que nous, cette organisation, ça fait une trentaine d'années que l'on a. Les autres départements, ils n'ont pas 30 ans pour réagir. Donc, il y a un vrai sujet sur le financement. Il y a un vrai sujet, pour moi, sur le quotidien que l'on a. Et faire en sorte que, oui, on a besoin, pour moi, d'avoir des directives nationales, comme vous le dites, hein, qui permettent, qui nous obligent à un moment de voir au-delà, qu'on continue à faire notre quotidien, parce que ce qui est important quand même, et je tiens quand même à défendre un peu les pouvoirs publics sur un point, c'est que le service public, il s'occupe de toutes les petites interventions. Et il n'y a pas de gabegie, à mon sens, sur un grand nombre d'interventions que l'on réalise. La petite ambulance qui va au coin de la route, elle est nécessaire, il faut qu'on continue à la faire. Et en parallèle, il faut qu'on soit en capacité d'anticiper et d'avoir les moyens d'anticiper sur l'avenir et de pouvoir décider. Et à un moment, vous l'avez tous dit, le sujet, c'est aussi le nerf de la guerre, c'est le financement. Antoine Laurent, est-ce que ce n'est pas ça finalement le résumé de ce débat, à savoir les préoccupations qu'on a chacun au bout de notre rue, j'allais dire, hein, les problématiques des pompiers, les problématiques des interventions, et aussi les grandes problématiques internationales. Au fond, il ne faut négliger ni l'un ni l'autre si on veut arriver à avoir une adhésion générale d'un pays, d'une population sur ces sujets-là. Est-ce qu'il ne faut pas, au fond, ça paraît un sujet tellement vaste qui va effectivement des feux de forêt, des migrations de population, aux problématiques africaines, aux problématiques subsahariennes, aux problématiques d'Asie du Sud-Est. Est-ce que tout ça, au fond, n'est pas de nature à donner plus de confusion? Alors j'espère que vous ne me donnez pas la responsabilité de la conclusion, mais j'arriverai à m'esquiver un moment. Mais il y a évidemment, on se retrouve, et là je prends la parole d'une génération, on se retrouve face à un espèce de mur, à un puzzle impossible à résoudre, et on ne sait pas, même à l'échelle individuelle ou à l'échelle d'une petite communauté, comment on peut agir.
je pense qu'il y a évidemment une priorité, c'est d'arriver à trouver une symbiose, une sorte d'alchimie, une mise en phase de toutes les personnes en capacité d'agir et de respecter l'incapacité de certains à agir ou leur nécessité à être assistés. Donc je reviens sur cette nécessité d'être au clair sur le diagnostic. Tant qu'on n'est pas au clair sur le diagnostic, on aura forcément des gens qui vont continuer de faire semblant d'agir, ce qui est la pire des choses. Donc ça vaut aussi au niveau international. On a en général des petits pays, en particulier les pays insulaires, qui sont en train de s'alarmer depuis des dizaines d'années, et on est toujours en train de les regarder de manière très méprisante, parce qu'on se dit ouais, c'est pas grave, c'est pour demain, alors que non, c'est maintenant. Sur la migration internationale, sur le climat, est bien pareil, comme disait Alice, c'est maintenant. Donc déjà se mettre au clair sur le diagnostic, et puis que chacune des communautés, à toutes les échelles, que ce soit ce que j'appelle à échelle humaine, c'est-à-dire quand il y en a certains qui s'engagent dans des projets agricoles, dans des entreprises de l'ESS, etc., jusqu'à des projets plus importants, comme au niveau étatique, au niveau européen, international, dans les orgas. L'État. Vous voulez dire des pompiers volontaires aux ONG, quoi? Ouais, voilà, si on veut, enfin, ONG et jusqu'à l'État. Moi, l'État, en fait, je considère ça comme étant une espèce de grande association d'échelle nationale. Hein, c'est pas plus que ça. C'est juste un budget commun avec un système de gouvernance à laquelle on est membre et on participe à la démocratie interne. Et donc, essayer de mettre tout ça, tout ce monde-là en symbiose. Enfin, je sais pas comment conclure ça, mais en fait, il ne s'agit pas de se battre les uns des autres sur des idées ou des débats stériles. C'est vraiment de se dire, est-ce qu'on pourrait au moins se trouver un but commun sur lequel on se base. Alors il y a le premier diagnostic écolo sur lequel on peut s'entendre, et puis ensuite derrière la direction vers laquelle on veut aller, et avoir l'audace, la maturité démocratique et civilisationnelle de dégager les obstacles. Parce qu'il y a des obstacles, il faut les identifier, il faut de les torpiller, mais de manière pacifique et démocratique. Vous vouliez ajouter quelque chose, je crois? Non, non, je vous ai vu manifester. Je trouvais cette vision de l'État très belle et j'aimerais qu'il en soit ainsi. Je pense malheureusement, on est là. Très belle, vous voulez dire un peu utopiste, c'était ça? Non, peut-être pas utopiste. Enfin, en tout cas, je pense qu'on aurait tout à chacun intérêt à gagner. Enfin, on gagnerait à avoir cette vision-là de l'État, d'un État dans lequel on a aussi une gouvernance plus démocratique, où on a une dimension coercitive qui est peut-être moins renforcée et peut-être aussi un peu plus voix au chapitre. En tant que citoyen? On va repartir de l'autre côté pour conclure. Chacun dire un mot. Céline Vacher, alors voilà, où va-t-on demain? Alors, on va dire de vos perspectives à vous, celle de l'ADEME. Être insistante, je suis désolée. Ça marche pas? Au risque de paraître très insistante, je reviens sur ce sujet des stations de ski, parce que je ne voudrais surtout pas que vous pensiez que l'ADEME se préoccupe du ski. Voilà. C'est vrai on a bien compris qu'il s'agissait de perspectives économiques. C'est vrai qu'on est un peu pressé dans nos réponses à chaque fois. Je veux juste vous dire, vous l'avez compris, nous, l'ADEME, on n'a aucune compétence sur les migrations climatiques, donc je ne suis pas venue parler de migration climatique. Nous, ce qui nous préoccupe dans les stations de ski, c'est que pour nous, il est hors de question que les stations de ski continuent à avoir recours à de la neige artificielle. Voilà. Mais pour autant, ces stations de ski, elles consomment de l'énergie, elles émettent des gaz à effet de serre. Donc pour nous, c'est un enjeu à l'échelle territoriale, et un enjeu parce que sur ces territoires des stations de ski, il y a de l'emploi qui est généré par cette activité. Donc pour nous, simplement, l'enjeu, c'est d'accompagner ces stations de ski dans une évolution, dans une transformation, pour que justement elles soient moins émettrices de gaz à effet de serre, tout en conservant l'emploi local. Voilà. Je ferme la parenthèse. En fait, ce que vous décrivez, c'est... Oui, on a bien compris, c'est sur l'aspect économique des choses. À vous? C'est bon? Le micro marche? Oui, je crois que c'est bon. Non, alors moi, effectivement, peut-être pour conclure, en essayant de répondre de mon point de vue, enfin du point de vue duquel je parle, c'est-à-dire celui de quelqu'un qui travaille sur l'immigration. Et demain, où va-t-on? Il y a une question qu'on n'a pas soulevée et que je voulais soulever aujourd'hui, c'est la question de l'habitabilité de nos territoires. Parce qu'aujourd'hui, on vit encore dans un monde où à peu près la totalité des régions du monde sont habitables et habitées. Avec le changement climatique, on en observe déjà les effets aujourd'hui et ça va s'accentuer dans les années à venir. De plus en plus de régions du monde ne vont plus être habitables, soit parce qu'elles auront disparu sous les eaux, soit parce qu'on ne pourra plus y cultiver quoi que ce soit, ou parce qu'on atteindra plusieurs mois par an
des températures qui dépassent les 50 degrés et où l'homme ne peut pas vivre sous des températures pareilles. Donc je pense que c'est fondamental aujourd'hui de se poser la question de dans quel monde habitable on a envie de vivre demain et quels sont les choix à faire aujourd'hui pour continuer à vivre dans un monde qui sera habitable. Et ça pose énormément de questions pour lesquelles je pense que tout le monde doit se mobiliser. C'est des questions en matière d'aménagement, c'est des questions d'investissement, parce que ce qui est clair, c'est qu'on ne va pas pouvoir, a priori, sauver entre guillemets, toutes les régions du monde. Donc il va falloir faire des choix, malheureusement, et peut-être réfléchir à quels sont les territoires, finalement, sur lesquels on va investir de manière à rendre ces territoires encore habitables dans 50 ou dans 100 ans. Et le dernier point, et je terminerai là-dessus pour ma part, pour une note quand même aussi plus positive, et je rebondirai sur les paroles de Carlos par rapport aux migrations, c'est qu'effectivement, là, on a beaucoup parlé de chiffres qui font peur et de profils et de situations humaines qui sont dramatiques, mais c'est vrai, et je pense qu'il faut se rappeler que, alors déjà, la migration, c'est un phénomène qui est structurel, qui a toujours existé, donc ce n'est pas en fermant les frontières ou quoi que ce soit qu'on va enrayer la migration. La migration, elle va continuer, mais la migration, c'est une bonne chose. Et donc, je pense qu'il faut véritablement voir la migration comme une opportunité pour les pays d'origine comme pour les pays de destination. Mais pour que cette migration soit une opportunité aujourd'hui et demain dans le contexte d'un changement climatique où les phénomènes se seront encore accélérés et aggravés, il faut encadrer cette migration de manière à ce qu'on a un pacte mondial sur la migration qui a été adopté en 2018 aux Nations Unies qui dit que ces migrations, elles doivent être sûres, régulières et ordonnées. Ce qui veut dire créer des voies de migration qui soient régulières de manière à ce que les personnes qui ont besoin de migrer puissent le faire sans avoir à se retrouver sur un bateau au milieu de la Méditerranée, là où Antoine les a malheureusement trop rencontrés. Alors, on attend une minute le tour de table parce qu'il y a une dernière question qui voulait être posée par la salle. Ici. Présentez-vous, bonjour. Donc, Foued Aouni, doctorant en sciences politiques à l'université de Montpellier. Pour être dans je suis là, tout au fond, tout en haut. Dans la continuité de ce qui a été dit, donc par rapport à la thématique de demain, où va-t-on, donc le monde nouveau, je suis assez frustré et je reste assez perplexe parce que donc ce matin en arrivant, donc je tombe sur une tribune qui est entièrement organisée autour d'une seule entreprise, donc qui est KPMG, et donc bon, c'est très bien, hein, les partenaires. Elle a le droit, mais aucune vision, en fait, aucun contradictoire en face, et pas une autre vision qui Pardon, est vous faites soutenue. allusion à un débat que vous avez vu ce matin. Je fais allusion à une tribune que j'ai vue ce matin. Est-ce que vous avez une question par rapport à Et ce là, qui donc là, ce que j'aurais aimé poser comme question, c'est effectivement la question de où va-t-on, mais surtout avec qui, parce que j'ai pas beaucoup trouvé de mouvements autour de la participation et comment, par exemple... Déjà, vous le voyez avec beaucoup de bonne volonté, puisqu'il y a des gens qui viennent d'horizons très différents, hein, d'un pompier en passant par un climatologue, en passant par des chercheurs, en passant par des responsables d'agences. C'est ça, mais je voulais savoir... Tout le monde cherche un petit peu les voies qui nous permettraient de nous sortir de cette situation, déjà de l'analyser bien et voilà. Je vais préciser ma question. Monsieur Flores a commencé à le préciser en disant il y a un enjeu d'éducation des populations à mettre en place. Et je voulais savoir au niveau de l'ADEME, qu'est-ce qui est envisagé en termes de dispositifs participatifs sur le court, le moyen terme. Je ne parle pas de recruter des experts en participation, mais vraiment de déployer vraiment une culture de la participation à court, moyen et plus long terme. Alors, très rapidement, si vous voulez bien répondre, parce qu'après on reprend le... Le grand public, c'est une de nos cibles d'intervention et c'est complexe parce que le grand public, c'est diffus et en face de nous, on a des profils très très différents qui ont des aspirations différentes, des choix de vie différents, donc c'est effectivement très complexe, mais une de nos actions principalement, c'est de mobiliser le grand public à la fois pour qu'ils comprennent les enjeux de la transition écologique, les enjeux en termes de changement climatique et qui s'engagent. Donc vous évoquez la participation, il y a des actions qui sont menées au niveau national, il y a des actions qui sont menées au niveau régional, local, territorial,
départementale. C'est vrai qu'aujourd'hui, alors on peut parler de millefeuille, mais la réalité, c'est que tout le monde peut s'engager, quel que soit son niveau, et ça se passe vraiment à différents niveaux. Par contre, c'est un enjeu de long terme. Vous avez évoqué tout à l'heure le sujet de la formation. Donc, bien évidemment, nous, on soutient un certain nombre d'actions d'éducation au développement durable, puisque considérant que c'est en travaillant avec les plus jeunes qu'on va pouvoir progresser. Mais il y a aussi, et on ne l'a pas du tout abordé là, un enjeu d'évolution de métier. Voilà, donc ce n'est pas seulement de la formation initiale, mais également de la formation professionnelle, pour que dans l'ensemble des formations, on aborde ce sujet très transversal du changement climatique. On va donc revenir à vous dans l'ordre. Voilà. Donc, et demain, où va-t-on ? C'est compliqué de conclure après ces échanges. Si on revient sur la question des migrations, par définition, comme le disait très bien Alice, ces migrations, elles arrivent déjà, elles ont toujours existé, elles vont avoir tendance à se renforcer. On a deux façons, deux lectures en fait de cette migration à l'avenir. Si on tend à la restreindre, à la contraindre, à la sécuriser, à y répondre par des moyens militaires, on n'ira nulle part sauf à un carnage humanitaire et à une dette aussi morale vis-à-vis de populations. Et je l'ai dit tout à l'heure, mais on a évidemment encore aussi, nous, États occidentaux, une part de responsabilité dans certaines attaques et atteintes environnementales qui se passent dans des pays dits du Sud. Donc ça, c'est une première chose. Voir la migration comme une opportunité, c'est évidemment aussi un appel à l'ouverture. Et puis, pour prendre le cas de la France, parce qu'on en a parlé, oui, effectivement, on fait partie de ces pays qui donnons parfois des leçons en matière de migration sur la scène internationale et européenne, mais nous avons nous-mêmes des territoires aussi extrêmement vulnérables. J'ai un tout petit peu mentionné tout à l'heure la vallée de la Roya dans l'arrière-pays niçois, mais on peut parler des territoires d'outre-mer, des territoires en Polynésie française qui sont aussi déjà impactés par le changement climatique et qui vont devoir se préparer et s'adapter. Et donc, est-ce qu'on est complètement prêt aujourd'hui en métropole à potentiellement accueillir aussi des personnes qui viendraient de La Réunion, de Nouvelle-Calédonie, de Guadeloupe ? C'est aussi une question qui se pose. Et donc, dans tous les cas, si on veut faire cette transition écologique dans un sens très large, avec une dimension de solidarité et d'accueil, il va falloir aussi accepter de revenir sur ces privilèges, il va falloir accepter de partager davantage, et il va falloir aussi aller sur le terrain politique. Antoine ? Moi, j'ai déjà conclu, non ? Oui, en principe. Mais encore un mot ou... J'approuve. Alors forcément, moi, c'est beaucoup plus terre à terre par rapport aux migrations. Néanmoins, je reviens sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Moi, ma vision, c'est qu'on est dans un pays où on a l'État-providence et on attend tout de l'État. Alors, j'entends que sur l'écologie, j'ai dit tout à l'heure, l'État doit prendre sa part, mais en termes de protection des populations, je vous le dis, on n'y arrivera pas si la population ne se prend pas en main. Le 13 octobre prochain, il y a une journée d'information des populations au risque de protection civile. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans la salle qui le savent, que c'est une journée nationale, ce qu'on appelle, on s'est battu les sapeurs-pompiers pour développer ce qu'on appelle cette journée japonaise. La journée japonaise, c'est au Japon, vous avez une journée où toute la population apprend au risque de tsunami, et ça part des enfants de la maternelle jusque dans toutes les entreprises où c'est décliné. Nous, on ne le fait pas. Pourtant, il y a des obligations, entre guillemets, réglementaires. Quand vous louez un appartement, quand vous achetez votre maison, vous êtes au courant de tous les plans de prévention des risques sur lesquels ils sont soumis. Vous êtes au courant de tout, sauf que personne ne se prépare et personne ne sait ce qui se passe. Et on attend qu'il pleuve, on attend qu'il y ait le feu qui arrive pour appeler les sapeurs-pompiers. On sera toujours là. On s'organise, on sera toujours là. Mais à un moment, c'est quand même mieux de pouvoir évacuer avant, de savoir quoi faire. Je vous le redis, réfléchissez à cette simple parole. Qui change son action, son façon de... Lorsque mes collègues passent le département en vigilance orange ou en vigilance rouge. Voilà. Et là, vous avez la réponse. Oui, alors évidemment, on revient un petit peu. Et sur demain, climat, où va-t-on, de votre point de vue en tout cas? Oui, mon point de vue. Donc évidemment, la situation elle est sérieuse du point de vue climatique, il n'y a aucun doute. Et je pense que l'été 2022 qu'on a connu en France doit nous alerter et nous montrer un petit peu la direction dans laquelle on se situe. Mais moi, personnellement, j'ai envie aussi d'aller sur les solutions. Parce que le dernier rapport du GIEC, donc à la fois, s'il pointe les trajectoires qui sont très inquiétantes du point de vue climatique, il pointe aussi dans le deuxième et dans son troisième rapport l'ensemble des outils dont on dispose aujourd'hui pour agir. Et je voudrais aussi, je voudrais pas que ce débat qu'on a eu aujourd'hui,
il se limite simplement à la question des migrations, qui est une question bien sûr très sérieuse, dramatique, mais la question du changement climatique, elle nous concerne tous. Tous dans cette salle, c'est nous tous qui avons à changer nos comportements, nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc moi j'incite vraiment à réfléchir. Aujourd'hui on est à 11 tonnes CO2 par an en France, il faut passer à 2. Donc voilà, moi je pense qu'il y a une réflexion. Donc c'est important de penser donc, effectivement donc, aux pays en voie de développement, mais moi j'ai envie aussi, et par rapport aux stations de ski, moi je pense au territoire. Mais voilà, c'est tout le paradoxe de ce débat, c'est que... doit être oublié. Bien sûr. Voilà, et c'est à nous tous de changer, et je ne voudrais pas que l'on croie que finalement le problème c'est les autres, parce qu'en tout cas, et pour moi c'est pas ça en tout cas, et c'est un effort que l'on a à faire tous. Et en tout cas, voilà, pour moi, c'est ça ma conclusion. Carlos Alvarez, l'interlocuteur précédent a bien résumé le problème. C'est à la fois tout près de chez nous, à quelques kilomètres, dans nos montagnes, mais c'est aussi à l'autre bout du monde. Et c'est toute la problématique de ce débat. Comme dit la chaîne dans laquelle vous participez, le centre du monde est partout. Non, c'était un slogan de TV5. Et demain, où va-t-on? Déjà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait? On sait plein de choses. Mais entre autres, on sait que le bien-être et la santé des humains n'est pas corrélé, n'est pas fondamentalement corrélé à notre niveau de consommation matérielle, qui implique toujours plus de consommation matérielle, implique toujours plus de pollution, donc le réchauffement climatique. On sait depuis toujours, mais il y a des études de sciences modernes, et en particulier du domaine de la santé, qui expliquent qu'en fait, notre santé, notre bien-être, d'où est-ce que ça provient en premier lieu? Du relationnel, de la qualité de nos relations entre humains et avec la nature, et avec le temps, j'ajouterais, notre perception du temps, du passé, du futur, qu'est-ce qui va se passer avec les générations suivantes, etc. Donc, si le bien-être, c'est du relationnel et pas de la consommation, on est capable d'imaginer des modes de vie dans lesquels on a du bien-être et on a de la santé, avec des niveaux d'empreinte écologique beaucoup plus bas que ceux que l'on a dans les pays, entre guillemets, développés, et en tout cas des niveaux d'empreinte écologique compatibles avec la santé de la biosphère. Donc demain, où va-t-on? On va apprendre ce que l'on sait déjà, parce qu'on sait, mais on n'a pas appris. Tant qu'on n'a pas changé, on n'a pas vraiment appris. On va apprendre ce que l'on sait déjà. C'est une exploration, mais les humains, nous sommes des explorateurs, je crois. Je crois qu'on a démontré au fil de notre histoire que nous sommes des explorateurs. C'est une exploration dans laquelle il y a certains signes, enfin ça a l'air de... Il y a des éléments qui ont l'air d'être importants. L'auto-organisation, la décentralisation, les énergies renouvelables, c'est décentralisé. L'auto-organisation au niveau des communautés, des collectivités locales. L'équité. L'an dernier, le Club de Rome a adopté le slogan « Équité globale pour une planète saine ». L'équité, c'est un élément central dont on n'a pas vraiment parlé. Mais donc, il y a déjà plein d'éléments pour dire, oui, voilà, on n'a pas la carte. On est en train d'explorer. On ne sait pas exactement comment faire. Donc, il faut déplacer le sujet vers comment on avance ensemble, comment on fait cette exploration ensemble. Mais ça veut dire, par exemple, que l'État, le rôle de l'État dont on a beaucoup parlé, à mon avis, c'est le rôle d'un agent très différent de celui d'aujourd'hui. C'est un État qui doit faire confiance aux gens, mais vraiment à fond. Je ne parlerai pas pour l'État français parce que je suis citoyen espagnol, mais je peux vous dire que l'État espagnol, essentiellement, ne fait pas confiance aux gens. Là, il faut changer, il y a un changement culturel aussi à ce niveau-là. Faire confiance aux gens et créer les conditions pour que les gens soient capables de s'auto-organiser, de répondre aux défis et d'avoir une configuration complètement différente dans laquelle on est parfaitement capable de combiner un bien-être et un bien-être et une grande créativité avec une empreinte écologique beaucoup plus sobre dont parlait notre hôte. Pour nous, c'est ça le demain. Alors, je sais que ça a l'air très utopique, mais en fait, on est vraiment dans la situation qui va nous permettre de faire ça
qui va, je répète, nous permettre de faire ça, si on sort des blocages qui viennent du fait qu'on a l'impression de tout perdre et on est en mode panique parce qu'on a l'impression de tout perdre. Ben non, on va gagner, redevenir des humains et des humains créateurs. C'est une vraie note d'espoir. Je crois qu'il y a encore quelques... Il nous reste 5 minutes, hein, donc avant de... Donc il y a peut-être des questions, je crois, qui se manifestent. Alors, est-ce que ce micro va marcher? Oui. Faites-moi signe, parce qu'avec la lumière, je ne vois pas. Alors, hop, peut-être un micro aussi là. Comme ça, on peut prendre 2 dernières questions. Voilà, alors tout d'abord, je voudrais dire que je pense qu'on n'assistera pas à une transition écologique. Il n'y aura pas de transition écologique pour la bonne et simple raison que l'écologie est partout. On assiste à une révolution néolithique, paléolithique, une industrialisation de la société. On est passé d'une période de l'histoire dans laquelle il n'y avait pas d'industrie à une période dans laquelle il y a eu une industrie. Or, l'écologie est là, l'environnement est là. Il va y avoir une nouvelle façon d'appréhender et de confronter l'environnement. C'est ce à quoi on va assister. Et deuxièmement, je pense que l'écologie et le libéralisme sont étroitement liés. On ne sauvera pas l'écologie en économisant, en étant paralysé. Ça, c'est une déviance néo-communiste dans le mauvais sens du terme, pour ainsi dire, revisitée par Saint-Germain-des-Prés à la française. Une paralysie sociale qui consiste à dire qu'on doit s'arrêter de consommer, que tout ira bien parce qu'on ne va plus consommer, on va protéger l'environnement. Certainement pas. Vous savez, Jacques Brel disait qu'il avait envie de s'excuser à chaque mouvement qu'il faisait. Parce que dès lors que l'on vit, dès lors qu'on existe, on fait des mouvements, on bouscule et on bouscule un environnement. Donc je pense que la réelle solution pour faire évoluer à échelle déjà territoriale et française la transition écologique, c'est réellement de libérer les flux et de permettre à la population, aux entrepreneurs, à vous également, qui avez parlé ici, d'agir réellement sans être paralysés par un système d'imposition beaucoup trop strict qui impose naturellement, qui force à reconsommer immédiatement, à consommer à nouveau, avec une méthode qui ne nous intéresse pas forcément. Voilà. Pas de question particulière. Monsieur? Madame, je ne vois pas. Excusez-moi, je ne vois pas. Monsieur? Alors attendez, on va vous donner celui-là. Je vous promets que... Alors je viens vous voir, parce que je crois que... On va y arriver. Voilà. Alors vous serez la dernière. Merci de permettre ces enjeux-là, ces échanges. Donc Marie-Pierre Puech, vétérinaire pour la vie. Et c'est vrai que pour Goupil Connexion, une association qui s'occupe de la nature et des animaux, j'ai beaucoup aimé beaucoup de choses. La synthèse de Carlos Alvarez qui donne la créativité et ne pas oublier qu'on est vraiment libre de vivre mieux dans l'équité et avec le concept de One Health, une seule santé, une seule planète, une seule richesse. En anglais, c'est facile. One Health, One Earth, One Wealth, to run rich for others. Et là, ce qui manque, j'étais avec la jeune Lou qui a 19 ans, qui travaille avec nous pour la nature, les animaux, on soigne la biodiversité. C'est l'absence de la vie, là, ici. On a beaucoup d'humains qui parlent des humains. Et puis, en fait, sans cette Gaïa, sans cette vie avec qui on a fait alliance depuis des années dans nos intestins, dans nos vies, elle est absente et je pense que c'est important de recentrer toutes nos énergies, notre créativité vers la vie qui nous fait vivre les uns et les autres. On tous à Bangkok, on meurt à New York. Donc on voit bien, les choses nous le montrent. Eh bien, vivons ensemble et quelle chance d'être ici. Merci. Merci, madame. Et alors, 2 minutes, il nous reste. Donc peut-être une question. Là, vous avez un micro qui marche ou je viens vers vous? Alors, je viens vers vous. Hop, hop, hop. Voilà. Ça sera vous la conclusion. Alors. Merci. Ça fait 2 heures qu'on me pose des constats plus ou moins dramatiques. Mais maintenant, comment on peut faire pour arriver et participer au changement de civilisation dont M. Alvarez parlait quand on a 20 ans aujourd'hui et qu'on va rentrer dans le monde du travail? Alors, on a en partie répondu. Est-ce que peut-être Carlos Alvarez, ça s'adresse à vous? Déjà, en réponse à madame, je dirais, je suis complètement d'accord. Et j'ajoute même que le dernier programme que l'on a commencé, que l'on a démarré au Club de Rome, s'appelle Le 5e élément. Donc c'est la vie. C'est un hommage à la vie, mais aussi aux connaissances traditionnelles, sciences modernes, mais sagesse ancienne. Et
Et comment changer de civilisation? Il n'y a pas un manuel pour ça, mais il y a plein de choses qui se passent. Et en particulier dans les jeunes générations. Donc il faut être très attentif, pas forcément aux choses les plus populaires dans les médias. Désolé Cyril, mais on est habitué. Non, mais je veux dire, je parle justement pas de TV5, mais beaucoup de médias mettent les accents sur des choses que on n'en sort jamais des dilemmes, si l'on veut. Mais il faut connecter avec des gens qui font des choses sur le terrain. Il faut connecter avec plein de gens qui changent de boulot, qui abandonnent leur boulot, parce que les boulots où ils sont les obligent à avoir des valeurs qui sont en opposition avec leurs valeurs individuelles, qui tendent vers ces nouvelles civilisations. Donc c'est un exercice de chaque instant. N'attendez pas qu'on sorte une encyclopédie de comment faire une nouvelle civilisation. On ne va pas faire ça. On est à l'écoute nous-mêmes de ce qui se passe sur le terrain pour voir si on peut apprendre quelque chose, et en particulier apprendre comment favoriser que plus de choses comme ça se passent dans beaucoup plus d'endroits. Voilà. Eh bien, merci beaucoup tous d'avoir participé. 20 secondes 20 secondes. Ouais. Je comprends votre critique du keynésianisme. Elle est louable, mais libérer les flux, c'est redonner une pièce à l'extractivisme. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'est clairement pas une solution. Donc, l'imposition et le pot commun sert à nous organiser ensemble pour faire en sorte que l'ensemble de la société bouge dans le bon sens. Si on laisse la loi de la jungle régler les problèmes tout seul, on va avoir du mal. Mais peut-être qu'on s'est mal compris, on peut en parler après. Voilà, je conclue simplement. Demain, on va où? Moi, je considère que la question écologique était étroitement liée à une notion de réhabilitation de l'humanisme. Il y a une chose que je conclue là-dessus, c'est simplement si on arrive tous au moins à se considérer comme des semblables, c'est un des grands enjeux de la rhétorique sur la migration, alors peut-être on arrivera à trouver des solutions ensemble. Voilà, et moi pour conclusion, je dirais que au fond, il y a des gens très différents venant d'horizons très divers qui se penchent sur ces questions-là, très concrètement ou très philosophiquement, et que c'est quand même une belle chose d'être tous ensemble dans ces combats. Merci infiniment d'y avoir participé, en tout cas, les uns et les autres.